Bonjour à tous, c'est les Lucasfilles. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie et des étoiles plein les yeux que nous recevons Alexandre Poncet, un vrai monsieur cinéma 2.0 doublé d'un couteau suisse, puisque critique ciné pour Mad Movies, la bible des fanas du fantastique, SF et horreur, réalisateur de docu 100% ciné avec sa diade dans la force Gilles Penseau, et compositeur, bref, n'en jetez plus. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour Alexandre. Bonjour et merci de m'avoir invité. Eh ben écoute Alexandre, lourde tâche pour toi aujourd'hui parce que nous comptons sur toi pour nous mettre des paillettes dans notre vie. Puisque tu vas pouvoir non seulement parler de la passion commune qui nous anime, donc Star Wars, les monstres, etc. Puis également de nous parler de toutes les rencontres que tu as pu faire, parce que c'est vrai que quand on découvre des documentaires, c'est un who's who de tous les réalisateurs qu'on adore. Oui, ça en devient presque vulgaire par moments. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens que j'ai pu croiser avec Gilles, et c'était un petit peu vertigineux par moments. Donc on va, oui, sûrement en discuter. Non, mais justement, tu peux peut-être commencer par nous parler de ces rencontres et de la façon dont elles se sont faites. Alors, ça a été très très progressif en fait dans ma carrière. C'est-à-dire que j'ai commencé en tant que journaliste spécialisé cinéma au début des années 2000. C'est au bout de quelques années que j'ai commencé à faire donc des interviews, j'ai commencé à garder des contacts en fait. J'ai développé un carnet de contacts. Je sais pas trop jusqu'où vous voulez que je remonte dans le temps, mais je peux peut-être commencer sur Ray Harryhausen, le titan des effets spéciaux. Donc qui était le projet de Gilles Penseau au départ. Donc Gilles est journaliste lui aussi, il travaillait à l'époque notamment pour l'Écran Fantastique, qui est le rival de Mad Movies. Et on s'est rencontrés plusieurs fois dans des projections de presse, mais on s'est vraiment surtout rencontrés au Festival de Gérardmer en 2009. Et j'ai vu cet énergumène dans le train, en train de regarder la version française de Amazon Women on the Moon, donc Cheeseburger Film Sandwich de John Landis. Ça fait rêver. Et il riait comme un bossu, et j'ai regardé le film avec lui, on était mort de rire pendant tout le train, et il m'a expliqué qu'en fait il regardait tous les films de John Landis, parce que John Landis était au festival de Gérardmer, et qu'il voulait absolument lui poser des questions au sujet de Ray Harryhausen. Landis était proche de Ray Harryhausen, et donc il m'a expliqué qu'il avait un projet sur Ray Harryhausen, un documentaire qu'il essayait de monter depuis quelques temps. Et il m'a dit, sûrement pendant le festival, je pourrais te montrer un promo reel, quelque chose que j'ai monté déjà. Faut savoir qu'il avait déjà filmé une interview de plus d'1 heure avec Ray Harryhausen, ce qui est quand même assez précieux, mais personne était prêt à produire le film. Et en fait, donc on a rencontré John Landis pendant ce festival, on a un petit peu hijacké la conférence de presse, où il n'a parlé presque que de Ray Harryhausen. À vous deux. À nous deux, ouais. Je l'avais relancé exprès sur une autre question sur Ray, pour aider Gilles. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du festival, il m'a montré le promo reel, et j'ai trouvé ça absolument génial, et je lui ai dit, je viens de créer une société en fait. À la base, c'était Freddy Arts. À la base, je voulais faire un site d'actualité cinéma, jeux vidéo, etc. Ce qui a été fait pendant un temps. Mais j'avais fait rajouter dans les statuts production audiovisuelle. T'avais déjà fait à ce moment-là la série télé ? Laquelle ? Avec Dedo ? Avec Dedo ? Ouais, c'est ça. Oui, avec Dedo, on avait commencé en 2008. Donc c'était encore le début de Dedo. Donc je lui ai proposé en fait de produire son film. Et on s'est serré la main à 4h du matin dans le Grand Hôtel à Gérardmer, et ça a commencé là. Et 4 ans plus tard, on avait un film. 4 ans, ça paraît énorme en fait. Ça paraît énorme quand oui, on n'a pas d'argent, des galères permanentes, où on sait jamais en fait l'aboutissement du projet, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y aura quelqu'un pour acheter le film. Parce que pendant ces 4 ans, on était 2 ans tout seul en France, isolé. Et ensuite, il s'est passé quelque chose où on était un peu moins isolé. Mais pendant les 2 premières années, on a rencontré absolument toutes les chaînes de France, y compris les plus cinéphiles. Qui n'étaient pas intéressés, donc. Ah bah non, qui nous ont bien pris de haut. Hein. Mais vous avez fait quoi avant ? On avait un montage, un rough cut de presque 70 minutes à leur montrer, donc il n'y avait pas à voir ce qu'on avait fait avant. C'est-à-dire que c'était le projet actuel qui était à juger. Et dans la mesure où toutes les interviews étaient en anglais, il n'y avait pas moyen à ce moment-là de plutôt aller solliciter des chaînes anglophone? Bah écoute, oui, sans doute. Mais à l'époque, moi c'était ma première production, donc je découvrais un peu tout ça. Je pense qu'ils se sont rendus compte aussi que c'était la première production, et en France t'as intérêt à être pistonné ou avoir un cousin dans la chaîne, ou sinon voilà, être bien installé, et ensuite ça coule de source. Après tous ces refus ou propositions d'achat
pour le prix de 3 paquets de spaghettis. On a eu un coup de chance. C'est-à-dire que je parlais du fait que j'avais développé mon carnet d'adresses depuis quelques années, et j'ai envoyé un message à Chris Wallace, qui est le créateur des Gremlins, avec Joe Dante, donc celui qui a fait les animatroniques. Je connaissais un peu Chris Wallace, et je lui ai dit, est-ce que tu voudrais pas participer au documentaire sur Ray Harryhausen qu'on est en train de faire? Est-ce que tu voudrais pas qu'on fasse une interview, même à distance? Et il m'a dit, oui, je serais ravi, mais peut-être que la personne la mieux placée pour en parler, ce serait Randy Cook, Randall William Cook, qui est un autre animateur de stop motion, et qui est le représentant aux États-Unis de la fondation Ray Harryhausen. Et en fait, sans me prévenir, il a envoyé un message à Randy Cook, qui a envoyé un message à la fondation Ray Harryhausen, Ray Diana Harryhausen en Angleterre, en Écosse plutôt. Je vais me faire insulter par les Écossais. Oui, tu risques de te faire un lyncher. Au Royaume-Uni, et la fondation Ray Diana Harryhausen nous a envoyé un mail. Très factuel, un peu froid au départ. Donc on sortait de 2 années de développement de Hell un petit peu folle. Je crois qu'on était en dessous de tout, on venait d'avoir un dernier refus d'un diffuseur en France. On sortait de la projection des Griffes de la Nuit, le remake, c'était horrible. C'était nul. Et on était déprimés. Et là, Gilles reçoit un message d'Écosse. Et en gros, le message nous dit, c'est très bien, nous venons d'apprendre par Randy Cook que vous préparez un documentaire sur Ray Harryhausen. Est-ce qu'on pourrait le voir? Peut-être qu'il y aura une participation financière à prévoir pour la fondation, parce qu'on essaie de préserver les collections de Ray Harryhausen, etc. Chose qu'on avait déjà prévue en fait dans notre budget, donc ça tombait bien. On voulait les contacter à un moment ou un autre, mais on savait pas trop sous quel angle. Ça a coupé l'intermédiaire. Exactement. En fait, on leur a dit, bah oui, mais on a un rough cut qui fait 75 minutes ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous voulez le voir? On leur a envoyé, et on n'a pas eu de nouvelles pendant 6 mois. Oh l'angoisse. C'est long 6 mois, hein. Oh là là. Donc 6 mois où on a encore galéré, on a encore essuyé quelques refus. Et du jour au lendemain, je crois qu'on était en avril, on reçoit un message et on nous dit, bah, on a regardé enfin ce que vous nous avez envoyé parce qu'en fait, on n'avait pas le temps, on préparait les 90 ans de Ray Harryhausen. C'est fantastique ce que vous avez fait. Est-ce que vous voulez pas venir nous voir pour les 90 ans? Et est-ce que vous voulez pas qu'on coproduise le documentaire avec vous? Vous aurez accès à toutes les collections, vous pourrez voir Ray Harryhausen et vous aurez accès à tous nos contacts avec les studios et c'était un petit peu surréaliste. La fête à la cafette là, alors vraiment. Ah oui, la fête. Tu les as pas laissés mariner 6 mois en leur disant je sais pas, on va réfléchir. Le mail a été très facile à écrire. Donc quelques semaines plus tard, on s'est retrouvés à Londres, invités pour les 90 ans de Ray Harryhausen. Et il y avait un événement spécial et Ray n'était pas au courant. Voilà, et vu qu'il n'était pas connecté à Internet, il était vraiment pas au courant. Il est déjà très âgé, non? Il a déjà plus de 90 ans. Ah oui, là, c'était pour ses 90 ans, donc je pense qu'il... Ah bah, c'est 90 ans, oui, mais il est dans sa 91e année à l'époque. il commençait sa 91e année. C'est ça. Et en fait, il y avait des centaines et des centaines et des centaines de fans qui avaient acheté leur place. Et il y avait des réalisateurs et des artistes d'effets spéciaux et des acteurs qui arrivaient du monde entier pour lui rendre hommage sur scène. Donc on pensait qu'on allait être laissé de côté. En fait, c'était en même temps que l'ouverture d'une exposition à Londres sur Ray Harryhausen. Et l'exposition ouvrait le jour de son anniversaire, donc le 29 juin. Donc je crois qu'on était le 26 juin. Et donc on est arrivé. Il y a le représentant de la fondation Harryhausen qui nous a reçus dans l'exposition, qui nous a fait venir dans l'exposition. Et là, il y avait 4 personnes. Il y avait Ken Ralston, donc qui a fait les effets spéciaux de Retour vers le futur. Il y avait Rick Baker, donc maquilleur des loups-garous de Londres, Men in Black, etc. Enfin, légende du maquillage. Il y avait et Phil la cantina de Star Wars, pour ceux qui n'ont Ouais. pas raccroché les wagons. Il y avait Phil Tippett, et il y avait Denis Muren, qui est l'artiste d'effets visuels le plus oscarisé de l'histoire. Et nous. Et on est arrivé, donc il y a Rick Baker qui arrive vers moi et qui fait « Bonjour, je m'appelle Rick. » Oui, je sais. Oui, voilà, j'ai toutes vos photos à la maison. Et là... non mais c'était fou, et là on nous dit bah ils sont là, si vous voulez faire des interviews, donc on n'avait rien préparé, les interviews ont été inutilisables et inutilisées, mais c'était un petit peu surréaliste, c'était que le début de la journée. Et le soir donc j'avais bien fait de dire à mon co-réalisateur que je dois chaperonner, même s'il est beaucoup plus âgé que moi, d'acheter une belle veste pour être bien habillé, parce que le soir en fait on s'est retrouvés, on pensait encore qu'on allait être laissé de côté, mais ils sont venus nous intercepter
interceptés à l'entrée de la fameuse donc, cinémathèque. Ils nous ont emmenés dans une petite salle, il y avait des centaines de fans qui étaient derrière des cordes, et on entre dans une salle, et là il y a donc John Landis, Andy Serkis, Edgar Wright, Simon Pegg, il y a Caroline Munro, il y a Dennis Muren, Phil Tippett, etc. Terry Gilliam. Et vous? Nick Park. On me donne une coupe de champagne, et je me tourne, il y a Peter Jackson qui est là, qui vient d'atterrir. Tu t'es pincé toute la soirée, là? Mais je veux dire, mais même en ayant travaillé toutes ces années à Mad Movies, j'imagine avoir rencontré déjà un certain nombre de personnes. Ouais, non, c'est parce que c'était pas la même chose en fait. On traversait le miroir. Mad Movies, j'étais dans la position de journaliste, ouais. Et là, on était invités. C'était bizarre. Et ouais, donc on a vécu un moment un petit peu spécial. Et donc je disais, ouais, j'ai grandi dans un village de 700 habitants, donc à partir de 9-10 ans. Je lisais ce que je pouvais, donc j'avais trouvé Mad Movies et SFX dans le kiosque malfamé du village. Donc je lisais ça religieusement, puis vu qu'il n'y avait pas internet, c'était une fois tous les mois ou tous les 2 mois, quoi. Et donc je rencontrais en fait des gens sur lesquels j'avais lu mon enfance, quoi. Donc c'était assez surréaliste. Et on m'a présenté Ray Harryhausen un peu plus tard dans la soirée. On m'a présenté comme le producteur, et il m'a dit « So you're gonna find the money ?» Bah justement, ouvrez votre porte-monnaie, ça tombe bien. Voilà. T'as sorti ta CB, ton... Allez. Il était très très rib, drôle. Ouais. Tenez monsieur. Donc voilà, je veux pas occuper la parole non-stop. Ah bah non, t'es notre invité. Il faut que nos auditeurs te découvrent. Nous, ils nous connaissent par cœur maintenant. Ah bah, moi aussi j'écoute hein, franchement, chaque épisode sur Last Jedi. Ah. J'écoute, j'attends avec impatience. Ah bah le prochain c'est Leia. Ouais. Ah bah c'est très bien. Il y a beaucoup à dire. Il y a les Man Children qui vont beaucoup aimer, je pense. Ah bah oui, on va se plafonner, hein, comme d'habitude. Alors justement, c'est amusant que tu parles de Man Children, parce que quelque part, et t'as deux versions, deux façons de le voir, c'est-à-dire que ce que tu es en train de décrire dans ton parcours à toi, qui est quand même du coup assez exceptionnel, c'est vrai qu'il y a un côté complètement surréaliste. Moi ça m'a frappé quand j'ai regardé les making-of de tes documentaires et les documentaires, c'est-à-dire vraiment l'impression de tomber dans la caverne aux merveilles, tu sais, Oui, de deux gamins, mais je le dis pas de manière du tout négative, mais de deux gamins qui sont comme dans un Disneyland pour adultes, qui retrouvent tous les... alors, ton Robocop, hein, ça, on a bien compris que tu adorais le ED 209. C'est très important, ED 209 pour moi. Visiblement, oui. Alors, j'avais un peu tiqué sur le tout le monde aime le ED 209, parce qu'on s'est fait la réflexion avec Aurélie. Ouais, mais attends, non, les nanas aiment pas trop Robocop. Donc ça, c'était un point de vue intéressant aussi pour nous, parce que c'est vrai que tu sais, on est axé très geekette par rapport au geek machin. Donc c'est vrai que tu as les Man Children dont tu parles, qui sont des fanboys, on va dire, un peu décérébrés. Mais il y a aussi l'enfant qui s'émerveille du cinéma et des trucages, et ça, c'est bien de l'avoir regardé. Ouais, c'est un thème du complexe de Frankenstein, d'ailleurs, hein, le rapport à l'enfance. Hein. On a fini le film là-dessus, d'ailleurs. Hein. Et c'est-à-dire que la dernière... bon, je fais vraiment flash-forward, là, hein, deuxième documentaire, qui s'appelle Le complexe de Frankenstein, qui est la suite directe, mais pas officielle, du Titan des effets spéciaux, donc le documentaire sur Ray Harryhausen. Et à la fin, il y a une apparition de... Enfin, Guillermo del Toro est dans le film, mais à la fin, il dit quelque chose de très important, c'est que il explique que quand on fait ce métier, avec des gens, des artistes incroyables, il faut se souvenir de l'enfant qu'on était. Par exemple, un fan des Beatles, s'il est amené à jouer avec Paul McCartney ou John Lennon, bah il faut garder cette excitation qu'on avait à l'époque quand on écoutait les disques. Parce que tout ça, c'est quelque chose de viscéral, c'est une passion, et ça doit rester une passion. Et quand Del Toro dit le moment où je suis le plus heureux dans ma vie, c'est quand le monstre arrive sur le plateau, ça c'était un thème vraiment très important, et je pense que les autres intervenants le disent aussi dans le film, mais c'est aussi par rapport à nous. C'est-à-dire que quand on a commencé ces documentaires, évidemment, un documentaire, c'est 4 ans de travail. On pourrait faire ça de façon un petit peu plus conventionnelle, donc on rencontre une chaîne avant de tourner la moindre image, on leur propose un script, un déroulé, etc., relativement proche de la fin, on cherche des aides, on lance enfin le tournage, et 3 mois après, il faut livrer la bête. Et c'est diffusé en deuxième partie de soirée, une fois que c'est diffusé, ça dure 52 minutes, une fois que c'est diffusé, ça n'est jamais rediffusé, ça sort pas en DVD, etc., c'est pas un film, quoi. Enfin, c'est pas, en tout cas, c'est pas considéré comme un film, alors qu'il y a des gens très talentueux
qu'eux qui font ce genre de documentaire. Nous, on a une approche un petit peu plus kamikaze, c'est-à-dire qu'on commence à tourner avec nos fonds, on avance de l'argent. Ensuite, on analyse ce qu'on a commencé à tourner et on cherche l'histoire, on cherche le nœud émotionnel dedans. Et ensuite, on continue le tournage, on reprend le tournage avec une structure en tête et on refait un rough cut avec ces 2 sessions de tournage. Et là, on voit ce qui manque, on voit les transitions qui manquent et on voit aussi ce qui a été dit mais qui aurait dû être dit différemment au niveau du ton parce que ça arrive dans telle scène ou telle scène. Et là, on fait une 3e et dernière session de tournage. Donc ça prend beaucoup de temps. À chaque fois, il y a des développements sur la post-production, sur la musique, sur les effets visuels, sur ce qu'on pourrait rajouter pour que ça habille de façon pertinente le film. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de questionnements. Il faut toujours garder cette excitation de gosse. Et je pense qu'on nous voit quand on est dans l'atelier de Phil Tippett. Il y a une séquence, je pense à une séquence du making-of, encore flash forward, du making-of du 3e documentaire sur Phil Tippett, des rêves et des monstres. On voit Gilles, co-réalisateur, qui est en train de m'expliquer si on faisait un plan comme ça sur ED209, et donc à côté de lui, il y a le robot en taille réelle de 2,50 m de haut, et il m'explique, oui, on peut essayer, si ça marche pas, c'est pas grave, on l'utilisera pas, et il le touche. Et à un moment, je lui dis, mais tu te rends compte de ce que tu touches, là ? La Joconde. Mais c'est un peu ça, c'est surréaliste. Quand on a des moments, en fait, on travaille, et à un moment, on est à un moment de lucidité qui fait qu'on est, on se rend compte où on est, quoi. Et on est dans, effectivement, la caverne aux merveilles, celle qui nous faisait rêver, en tout cas, quand on avait 12 ans. Oui, mais malheureusement, t'es pas allé jusqu'au bout de ton projet de mettre du Barry White sur SD209, parce que tu voulais le filmer de façon sexy. Ça nous faisait rire. On l'a fait sur la table de montage. Ça a été fait. Tu l'as pas fait, par contre, sur... alors, du coup, c'est vrai que tu nous as autorisé à en parler, donc on peut en parler, mais donc, tu as une chaîne YouTube où tu as mis de la stop motion, donc Stop Motion France, tu veux dire, ou Stop Motion France, je sais plus comment... Oh, moi, je l'appelle Stop Motion France, parce que Stop Motion, ça se dit Stop Motion. Mais donc, du coup, c'est vrai que tu as pu t'occuper pendant la quarantaine en faisant un paradoxe temporel. C'était pas m'occuper, c'était survivre. À survivre. C'était devenu insupportable, même pour ma famille, et je me suis dit, bah tiens, on va s'occuper un peu. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de travail au début du confinement. Pendant 2-3 semaines, j'avais un gros dossier pour Menmouze à finir, j'avais un gros dossier pour Classica à finir, j'avais un truc pour Science et Vie Junior, j'avais pas mal de choses. Et d'un coup, tout s'est arrêté. C'est-à-dire qu'on a eu l'actualité qui s'est arrêtée sur les films. Donc Mad Movies, on a arrêté la publication pendant 2 mois. Ensuite, les dossiers qui étaient commandés, ils ont été écrits. Ensuite, on devait partir aux États-Unis pour tourner le prochain documentaire en avril et en mai, donc autant dire que ça a été annulé, et donc je devenais un petit peu fou, et j'ai fait effectivement cette animation où Robocop se retrouve dans une sorte de Un jour sans fin, en stop motion, donc tout est dilaté forcément, vu que le temps est dilaté dans le confinement, dans ce qu'on a vécu, donc ça me semblait assez pertinent, et je crois que c'était 6 heures par jour pendant 3 semaines, et donc oui, il y a le résultat... C'est un sacré boulot quand même. Hein. Oui, donc ça fait 6 minutes au final, et à la fin, en fait, je crois qu'il va s'en sortir, mais il y a un changement de temporalité où il y a l'animateur qui l'attrape et qui le ramène au point de départ. Oui, effectivement, les mains de l'animateur se sont vues. Elles ont été vues. Du coup, tu l'as pas fait en Dynamotion non plus, d'ailleurs, aussi, t'es resté stop motion. Non, vraiment, j'avais aménagé un petit coin dans le bureau avec un fond blanc, et j'aimais bien le blanc total du décor, parce qu'on a vu tellement peu de décors pendant le confinement que c'était très pertinent. C'était anxiogène. Comme tu disais, c'était une espèce de... Ouais, une méthode de survie. Donc, en fait, du coup, ton doudou, c'est vraiment de revenir sur Robocop. Robocop est un film très important pour moi parce que je l'ai vu très tôt. Donc tout est lié là-dedans. Hein. Je l'ai vu, j'avais 8 ans, au cinéma. Oh, trop tôt. Oui, c'était un peu jeune. Oui, pour traumatiser un C'est gamin, beaucoup trop jeune, hein. Ouais. Mes enfants ne le verront pas. Alors j'avais une... Ah, tu des gueudins dans les années 80, tu sais, t'emmenais les gamins voir n'importe quoi. Ah ouais. Je suis cinéphile depuis très très jeune, hein, genre 6-7 ans. Et donc Robocop, c'était dans un camping, dans un cinéma en plein air. Et j'y suis allé avec mes frères. Je me souviens qu'il a même plu pendant un moment du film. Et ED209, c'était de la magie. Quand il se met à bouger en stop motion, je trouvais ça incroyable. Et le film m'a parlé au niveau philosophique déjà quand j'étais gamin, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Je pense que je l'aime aujourd'hui pour les mêmes raisons qu'à l'époque, mais maintenant je peux mettre des mots dessus. Mais effectivement, le robot géant ED209, j'ai trouvé ça incroyable. Et plus tard, j'ai appris que c'était Phil Tippett qui avait animé ça. J'ai appris que c'était de la stop motion, donc j'ai appris la technique. Et donc, flash forward, quelques années plus tard, je me retrouve dans l'atelier de Phil Tippett à animer la marionnette qui a été animée pour le film et à toucher la réplique grandeur nature qu'ils ont construite. Et à voir le créateur de la bestiole comme tonton d'adoption.
Bah, tonton d'adoption, ouais, c'est un petit peu la relation qu'on a aujourd'hui. Hein. Mais alors du Donc, coup, on a remarqué quand même un paradoxe dans cette animation que tu as fait, où tu as inséré Star Trek et également Star Wars, donc qui va faire tiquer nos auditeurs aujourd'hui. Et on a retrouvé Kylo Ren dedans. Absolument. On a été très surprise par contre par un choix éditorial de ta part, c'est-à-dire qu'à un moment tu déshabilles Robocop alors que tu as Kylo Ren à côté. Ce choix est-il validé par Rian Johnson? Je pose la question. Je déshabille Robocop. En plus, on est obligé, tu sais bien, c'est dans l'ADN de notre chaîne de placer. Lucasfilm, oui, ça cherche sur le freudien là. Mais là, tu nous avais donné vraiment l'ouverture en or, hein, parce que quand j'ai regardé. Ben voilà, je découvre des nouvelles choses, donc je ne sais pas. Kylo est un personnage très ambigu, visiblement. Ah, mais c'est pour ça que là, on voyait bien la différence entre les fanboys et les fangirls, hein, parce que toi, t'étais vraiment sur le Robocop, et moi, j'étais là, mais il a Kylo à côté, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est fou! Donc, Alors, la raison pour laquelle Kylo est là et pourquoi il n'est pas plus là, c'est que c'est très pragmatique. Robocop, c'est une figurine Hot Toys qui est assez grande, qui fait 30 cm de haut et qui est articulée comme une marionnette professionnelle. C'est-à-dire que tu peux bouger absolument tout. Kylo Ren, je l'ai en version Black Series, je crois, c'est un jouet qu'on trouve chez Disney Store, quoi. Et il est beaucoup moins articulé et non déshabillable, je crois. Et non déshabillable, on ne peut pas enlever le masque. Voilà. Donc sinon, je lui aurais fait casser son masque, hein, évidemment. Tu nous rassures. Mais au bout d'un moment, les jointures ne tenaient même plus, donc le bras tombait pendant la prise. Un vrai Skywalker. C'était un petit peu embêtant. Ouais. Donc j'ai fait ce que je pouvais avec Kylo. Oui, comme tout le monde, hein, visiblement. Et en plus, il est beaucoup plus petit que Robocop, que la figurine. Je crois que Kylo, il fait 18 cm, donc Robocop fait 30 cm. Il y a un moment où Robocop lui donne une grosse mandale dans la tronche. J'ai triché, j'ai mis Kylo sur un socle, un peu comme Nicolas Sarkozy, tu vois. Ouais, ou je sais pas, où t'as appliqué des techniques de Peter Jackson pour arriver à faire des chants de... Ouais, ou des techniques de républicains, quoi. T'as du mal à imaginer Kylo Ren en Hobbit, hein, dans l'histoire, quand même. Bon, du coup, tu as fait les travaux appliqués quand même, après avoir fréquenté tous ces maîtres de l'animation. Tu leur as montré ton travail? Ils en ont fait un retour ou... Phil adore mes animations de petites voitures et de dinosaures. Parce que j'en ai fait quelques autres sur la chaîne. Il y a une poursuite en plusieurs Batmobiles avec le canard du pingouin. Oui, je sais, le canard du pingouin, mais pour ceux qui ont vu le Batman le défi, cette phrase est cohérente. Ah oui, ça a complètement du sens. Oui. Elle a complètement du sens. Entre parenthèses, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Oui. Donc, j'ai fait une animation un petit peu folle, complètement folle. Et Phil arrête pas de dire à tout le monde, montre-lui les voitures, là. Montre-lui. Montre-lui le canard du pingouin. Montre-lui. Non, parce qu'il y a des plans séquences en stop motion avec mes propres petites voitures et les voitures de mes enfants, évidemment. Mais prends ce prétexte-là, tu sais que tu le fais pour les enfants, c'est toujours un bon prétexte. Non, on fait des enfants pour avoir des petites voitures. Ah oui, voilà, c'est exactement ça, pour pouvoir. Je savais bien que je m'étais fait avoir quelque part, j'aurais dû faire des enfants pour acheter des poupées. Non, t'as juste droit aux croquettes, voilà. Toi, c'est tout. Ouais, moi, j'ai des poupées, hein, c'est Robocop et Kylo Ren, mais... J'ai juste des Funko Pops qui se font des bisous, c'est Rey et Kylo. Voilà. Donc du coup, si on voit sortir un canard géant dans un futur Star Wars, on s'étonne pas, c'est probablement parce que t'as soufflé l'idée à Phil Tippett. Peut-être. Mais en tout cas, oui, j'ai eu des mots d'encouragement, quoi. T'as eu des mots d'encouragement, mais justement, il y a quand même un gros morceau, c'est-à-dire que tu t'es quand même retrouvé mêlé à de l'animation sur Star Wars, quand même. Alors ça, c'est un autre passage sur... Il y a quelques passages surréalistes, quand même, dans toute cette... dit-il. Cette carrière... Cette carrière accidentelle. Depuis qu'on discute de ton profil avec Aurélie, on est juste un petit peu, tu vois... Ma femme arrête pas de me dire, il faudrait que tu écrives quelque chose, ça donnera envie aux jeunes qui veulent essayer. Et je dis, mais c'est un peu égocentrique quand même. Mais non, c'est intéressant. Effectivement, c'est un partage d'expérience. Voilà. Disons que c'est un profil rare, quoi, qui est fait de chance et de travail. Voilà. Oui, tu parlais des galères, mais en fait, il y a beaucoup de heureuses rencontres sur ton parcours. C'est vrai que c'est ce qui ressort aussi de beaucoup du making-of et de ce que tu peux dire. C'est que le nombre de belles rencontres que tu as pu faire. Alors, raconte-nous ce plateau du Réveil de la Force. Ce plateau de Star Wars, en 2015, j'étais chez Phil pour... je suis arrivé un petit peu plus tôt que Gilles. On était déjà en train de commencer le
documentaire sur Phil. On finissait le complexe de Frankenstein, on commençait le documentaire sur Phil, enfin on était entre deux. J'étais en train de scanner toute la journée au studio toutes les archives de Phil. Donc j'avais des cartons, genre un carton entier, le retour du Jedi. Donc j'ouvrais, je retrouvais un paquet de chocolat de 1982 qui avait été envoyé par une productrice du retour du Jedi. Je disais à Phil, ne les mange pas, c'est peut-être un peu dangereux. Mais il y avait des designs de Jabba dessinés au crayon, il y avait des trucs, enfin Et à chaque fois un carton, il y avait 15 cartons, et c'était des cartons gigantesques, et à chaque fois il y avait marqué Jurassic Park, Star Wars, Piranha, le Dragon du Lac de Feu. Et donc j'ai passé 10 jours à scanner, même la nuit dans sa cuisine. Mais un jour, un des premiers jours où j'étais en train de scanner, il m'avait mis un bureau chez Tippett Studio, j'avais un bureau attitré. Je sortais, j'étais pas loin de D209 et de quelques insectes de Starship Troopers. Et il me dit, viens par là. Et il ouvre un placard, et il me montre, et en fait il y a le jeu d'échecs. Il y a toutes les pièces du jeu d'échecs, comme en 77, mais neuves. Je dis, mais que se passe-t-il? Parce qu'elles se sont détériorées normalement, enfin c'est du latex, donc ça tombe en lambeaux au bout de quelques années. Et donc là il m'explique, J.J. Abrams nous a engagés sur le Réveil de la Force pour faire une scène du jeu d'échecs en stop motion. Et jeudi, donc on était mardi je crois, jeudi on a une conférence vidéo avec ILM, la société d'effets visuels, pour voir les premiers plans. Et il n'y avait aucune bande-annonce à l'époque, Star Wars 7. Donc on s'est retrouvés à voir les toutes premières images de Star Wars 7. Tu vas faire des jaloux sur cette chaîne. Ouais, c'était... Ah mais j'ai prévenu que t'allais mettre des paillettes dans notre vie et dans celle de nos auditeurs, hein, donc... Bah écoute, après il y a plein de gens qui diront, ouais mais Star Wars 7 c'est nul et tout. Non mais c'est pas nos auditeurs ceux-là, c'est juste les pouces en bas qui s'en vont. C'est les trolls des bois ça. Et donc le jeudi, il y a la fameuse conférence. Genre on entend le buzz un petit peu dans la rumeur dans le studio. On va voir les images. Et on arrive et ILM nous montre la scène. Donc Finn donc ça commence avec le plan de Harrison Ford qui dit tu t'en es bien sorti mon gars quoi. Finn qui pose le coude sur le jeu d'échecs. Il y a Chewbacca qui va au fond parce qu'il s'est fait toucher au bras et qui dort. Et ensuite Finn regarde le jeu d'échecs et ça remonte. Et c'est fini. Il y a 2 plans de stop motion. Et il y a Phil qui fait, c'est tout. Mais vraiment, c'est tout. Et là, au bout du fil, je crois que c'est Roger Guyotte qui était au bout du fil, qui dit, oui, c'est tout. Là, on n'a pas d'autres plans. Ah, et en fait, il faut savoir que Phil a jamais eu un budget pareil pour faire des marionnettes en stop motion. Ils ont travaillé presque 6 mois dessus. Et il y a 2 plans. À peine 3 secondes. Et en fait, au montage, quand on regarde le film aujourd'hui, il y a 3 plans. Ils ont rajouté un plan au milieu. Mais ce qui s'est passé, c'est que, donc là, on était le jeudi. Et le samedi, on tournait. Je dis on tournait parce qu'on était en équipe réduite. Il y a Phil qui préparait l'animation avec ses 2 animateurs qui sont d'une nouvelle génération, enfin Tom Gibbons et Chuck Duke. Et donc il mimait même sur un tapis, il se projette par terre et tout, il mime la scène, il chronomètre, et ils échangent des idées sur ce que doit faire chaque personnage. Donc moi j'ai filmé tout ça parce que Phil, donc Gilles venait d'arriver, Phil nous a attrapés tous les deux et nous a dit faut que vous filmiez ça, j'ai besoin du making of. Donc on a attrapé nos caméras. En fait on était de l'autre côté de l'atelier à ce moment-là. On avait un petit peu décidé de les laisser tranquilles parce que voilà, c'est Hollywood, faut quand même respecter la confidentialité. Et en fait, Phil est venu nous chercher alors qu'on était en train de filmer, je crois, la maquette originale du dragon de Cœur de Dragon. Et donc on déplace nos caméras, on arrive et en fait on voit qu'il y a Denis Muren qui est là, qui est celui qui a éclairé le jeu d'échecs en 77 quand même, et qui était là pour éclairer le jeu d'échecs pour le Réveil de la Force, à l'ancienne, pour disposer les éclairages avec un artiste de la nouvelle génération, quoi. C'est comme si tu t'étais retrouvé en 77. C'était incroyable. Ouais. Et ensuite, il y a John Berg qui arrive, qui est le 2e animateur original du jeu d'échecs de 77, et qui regarde ça, là, pour le coup, avec des paillettes dans les yeux. Et c'est incroyable, j'ai l'impression que c'était hier, quoi. On donne tous un petit peu notre avis sur la scène, etc. Phil, Chuck et Tom peaufinent un petit peu la préparation, et ensuite on les laisse animer une fois que tout est prêt, et on va on va déjeuner, donc tout le monde sauf les 2 animateurs, et on trinque à la stop motion. C'était hallucinant. Donc voilà, oui, c'est un des moments, ce moment est dans la première partie du making of de Des Rêves des Monstres. Des petits moments de kiff personnel, quoi, on va dire.
Oui. Mais là, je sais pas si t'es capable de faire un top 10 finalement, parce que ça dépend, ça Alors dépasse, je là, sais ça pas. va Alors déborder. ça, un petit peu, hein. j'ai jamais réfléchi à ça. Je crois que... Alors, l'événement qui m'a fait traverser, et Gilles aussi, le miroir, c'est les 90 ans de Ray Harryhausen. Oui, t'avais tout le gratin qui était dans la même salle. Oui, là, c'était complètement fou. Là, t'espères juste qu'il va pas y avoir une intoxication alimentaire à la mousse de saumon, parce que sinon, t'as tout, ouais. tout le cinéma qui trépasse, là, ce jour-là. Donc, En fait, j'avais rencontré Peter Jackson un petit peu avant pour l'interviewer pour Mad Movies. Il était de passage à Paris pour Lovely Bones. Et l'interview qui est dans le documentaire sur Ray Harryhausen, c'est l'interview qu'on a faite, que j'ai un petit peu hijacké encore une fois, quand il était à Paris pour Lovely Bones. Il faut savoir que l'attaché de presse de Lovely Bones française ne voulait pas faire passer ma demande à Peter Jackson, qui était dans la pièce à côté, au sujet d'un documentaire sur Ray Harryhausen. Et je l'ai vu partir, et j'ai vu une attachée de presse américaine, donc envoyée par le studio, qui était Paramount à l'époque, je crois. Et je lui en ai parlé. Et là, elle m'a dit, mais bien sûr, je vais en parler à Peter. Et on a réussi à caler, je crois qu'on avait un temps ultra limité sur les junkets, et je lui ai posé 3 questions en une, et il m'a fait une réponse tellement développée et tellement longue, qu'il apparaît pendant tout le film. Alors qu'on a eu, mais vraiment 2 minutes, quoi. Et il m'a fait 5 réponses en une. C'était le pro. C'était génial. Donc il est dans le documentaire sur Harryhausen comme ça. Et donc, après avoir sécurisé cette interview, je l'avais vu à part, hors caméra, pour faire l'interview pour Mad Movies. Et je lui avais demandé quel réalisateur il n'avait pas encore rencontré et qu'il adorerait rencontrer, quoi. Parce qu'il a une idole qu'il n'a pas encore croisée. Et il m'avait dit Terry Gilliam. Retour quelques mois plus tard, aux 90 ans de Harryhausen, j'étais à côté de Nick Park, je me tourne et là, j'assiste aux présentations entre Peter Jackson et Terry Gilliam. il était en mode fanboy alors. Il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Ah bah devine. Et Gilliam était très content aussi. Ah, c'est touchant, remarque, quand c'est comme ça. Et je me souviens du Nick Park, quoi, le réalisateur de Wallace et Gromit, qui avait sa coupe de champagne toute timide, qui regardait ça, attendri. Donc ça c'est un moment important. Après top 10, la première arrivée chez Tippett Studio en 2013. C'était la première fois que j'allais aux États-Unis. Donc j'avais fait avec Gilles un film avec presque que des intervenants américains, mais je n'étais pas allé aux États-Unis. C'est énorme. C'était amusant. Et ma femme, qui est responsable de beaucoup de choses que j'ai vécues par son soutien et ses conseils, m'a dit tu vas gagner de l'argent avec ce film, tu en mets de côté, tu vas aux États-Unis. T'appelles Phil Tippett et je suis sûr qu'il pourra te trouver un endroit où dormir. Même si c'est un motel, etc. Mais il te fera visiter le studio, ce serait super. Et donc j'ai suivi ses conseils avisés et j'ai envoyé un message à Phil qui m'a dit oui, je vais te trouver un endroit où dormir. Et donc je suis arrivé avec un ami qui avait pris une place dans un motel, pas loin de Berkeley. Ouais, parce qu'en plus dans le coin, c'est assez cher quand même comme région. Ouais, c'est soit cher, soit chaud. Ouais, c'est ça. Mais heureusement, il avait une chambre, un Galta au-dessus du garage et il a pu te mettre dans le Galta. En fait, c'était ses filles sont adultes, donc elles sont plus à la maison. Il a 2 chambres et il m'a fait dormir dans sa maison pendant 1 semaine. Voilà, c'était la surprise quand je suis arrivé. Je ne savais pas que je dormais chez lui. Dans la chambre Hello Kitty de sa plus jeune fille. C'était pas Hello Kitty, mais c'était avec les autres monstres qui étaient partout. Si tu veux, t'avais. Mais c'était assez fou et donc mon ami avec qui j'étais, Thalas Selami, est venu en fait le soir dîner parce qu'ils l'ont invité à dîner. Et en fait, Jules, donc qui est la patronne du studio et la femme de Phil, a dit mais il est où ton motel? Il a dit c'est là. Ah non, tu n'y vas pas, non, sauf si tu veux un œil en moins demain. C'est mal famé, d'accord. Donc tu dors ici, on a une 2e chambre. Et on a une autre décoration Hello Kitty. Donc... Voilà, c'était. Ça fait la paire. Ou Sailor Moon, tu sais. Donc ça c'est parmi. Je dois dire quand même, je suis pas facilement impressionnable. C'est-à-dire que. À ce niveau-là, non, on a compris. Heureux. Non mais je suis. T'as dépassé ce moment-là, je pense. C'est fini. Vaut mieux pour toi. Non mais je suis très heureux. Je suis très heureux quand je les rencontre ces artistes. J'ai beaucoup d'admiration. Je sens que j'ai énormément de chance. Mais j'essaie de ne pas agir en fanboy. Mais il y a une fois, c'était en 2018, où pendant les 2 semaines où on tournait, il y avait un compte à rebours où on allait rencontrer une personne. Voilà, à la fin du compte à rebours. Et le rendez-vous était pris pour un projet de documentaire qui est en gestation. Et en fait, c'était Drew Struzan. Ah, Drew Struzan, donc voilà, l'auteur des affiches de Star Wars et... Mon Dieu, le mariage de la princesse God. Leia. Non, si tu veux, on en sort.
on sort du mariage de la princesse Leia. Bon, cela dit, je ne garderai que la couverture, donc ça marche. Non mais un dieu absolu quoi. C'est incroyable. Alors moi je dessine, c'est mon maître quoi. Ah ouais, encore une corde à ton arc alors. Donc, Oh la vache. Virtuellement, t'as des défauts ou quelque chose Ah, j'ai que beaucoup tu de sais pas défauts. faire. J'ai énormément de défauts. Ma femme en trouvera Oui, plein. c'est ce que j'allais dire. Faut qu'on demande à ta femme. En général, faut passer par la femme ou les enfants en général pour avoir les. Mais Drustrazan, sincèrement, il y a eu le moment où on s'est garé, où j'en menais pas large. Il y a eu le moment où on a tapé à la porte et ce silence. Et la porte s'est ouverte au ralenti. Je pense qu'il a mis de l'effet aussi théâtral. Hello. Il y avait Drustrazan devant moi, quoi. Et là, c'était dingue. Donc, on est allé chez lui et dans son atelier, juste à côté de chez lui. Et il nous a sorti des affiches originales. Il avait fait un Snake Plissken rouge sang, magnifique. Voilà, donc c'était étalé, il avait des affiches d'Indiana Jones, il avait des prototypes de Retour vers le futur, enfin, complètement fou. Et c'est peut-être pas une question très diplomate, mais d'avoir rencontré toutes ces personnes que tu admirais avant de les rencontrer, est-ce que tu as été déçu, sans dire un nom, hein, mais est-ce qu'il a pu t'arriver d'être déçu? Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des gens dont on admire le travail, et puis finalement... Faut pas que je dise de nom. Même quand les personnes sont décédées, on peut surtout pas, je sais. Ah, tu fais ce que tu veux, hein, tu t'assumes, hein, mais moi, on peut pas te mettre dans une situation Alors, inconfortable. généralement, les personnes que j'admirais, je les admire encore, donc dans tous les cas, je les admire encore, et à 99%, elles ne m'ont pas déçu humainement. Vraiment, c'est pas une réponse corporate, c'est vraiment la vérité. Par exemple, Steven Spielberg est le mec le plus gentil du monde. Vraiment, super impressionnant. Il y a un compositeur, je suis fou de musique de film, il y a un compositeur que j'aime énormément, que tout le monde aime énormément, qui vient d'Italie et qui est mort il y a peu, qui ne m'a pas fait un effet très positif quand je l'ai rencontré il y a quelques années. Voilà, mais je l'admire toujours autant au niveau de la musique. Bah, après, on peut toujours admirer le travail, mais c'est vrai qu'il y a parfois certaines personnes... Après, il a tué personne, hein, c'est juste une attitude. Non, mais bon, c'est toujours aussi le problème, entre guillemets, d'avoir fréquenté des génies, enfin, des grands artistes, c'est que parfois, les grands artistes, dans la vie réelle, ne sont pas toujours facilement abordables, ou parfois, ça peut être un peu compliqué au niveau des... Mais cela dit, quand tu arrives à avoir le langage commun, qui est soit le langage du ciné, soit le langage de la musique, c'est vrai que tu arrives quand même à reconnecter les wagons assez rapidement. Après, vraiment, j'essaie de me concentrer sur le positif, quoi. Après, ce qui est compliqué à Hollywood, c'est que quand on rencontre des gens, on sait pas forcément toute leur vie, quoi. Et bon, on sait ce que c'est qu'Hollywood. Donc, on se demande toujours si on va avoir des surprises sur telle ou telle personne qu'on rencontre. Les vies cachées. Voilà. Puis en dehors de ça, il y a quand même le côté, tu disais Hollywood, il y a le côté américain aussi, voire encore plus quand c'est californien, mais tout le monde est copain, puis le lendemain, en fait, pas forcément... Oui, alors... Je croyais énormément ça avant, et j'en suis revenu en fait de ça. C'est-à-dire que ceux qui sont amicaux directement, le sont souvent réellement en fait, en Californie. En tout cas, dans ce milieu, et quand ils respectent le travail que tu fais. Il y a la première phase, c'est de rencontrer. Ils sont amicaux, ils ouvrent les bras une fois. Ensuite, c'est à toi de convaincre. Et s'ils reviennent pas vers toi, c'est que t'as pas convaincu. Mais par contre, une fois qu'ils ont vu ton travail et qu'ils te respectent, c'est encore plus accueillant la fois suivante. Et je me suis fait des amis sur le long terme, au fil des documentaires, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont accueillis vraiment les bras ouverts, qui nous ont fait dormir chez eux pour qu'on n'ait pas l'hôtel à payer pendant les tournages, etc. C'est super généreux. Enfin, Ryan Johnson en est un. Je l'ai rencontré, je crois à l'époque pour Looper. On m'avait demandé de mener une masterclass qu'il donnait à l'époque, et on a tout de suite sympathisé. Et donc on est resté en contact, on s'appelait régulièrement, et en fait il est venu vivre à Paris peu de temps après. Et on n'en a rien su. C'est scandaleux. Plus de 6 mois, quoi. Donc on se voyait toutes les semaines, on déjeunait, on allait voir du stand-up pour qu'il apprenne le français, donc je l'ai emmené voir Dedo. Ah oui. J'essayais de lui traduire avec le débit mitrailleuse de Dedo. Donc il a pris ce qu'il avait à prendre, il a regardé l'énergie, la mise en scène, etc. Mais c'est marrant, et donc on a dormi, il nous a logés en 2014 quand on était en tournage du complexe de Frankenstein. Ensuite on est rentré à Paris et on a vu la news, Ryan Johnson set to direct Star Wars 8, quoi. Mais du coup, dans la mesure où tu le fréquentais de très près, tu n'as pas eu de passe pour aller sur le plateau du dernier Jedi? Non, et c'était très verrouillé. Aïe aïe aïe. Ouais, il m'a dit, la prochaine fois, je te fais venir dans le Faucon Millenium. La prochaine fois, c'est un petit peu trop tard. Non, par contre, alors j'ai un truc, forcément je connais beaucoup de monde, et c'est un problème sur le conflit d'intérêts, quoi.
C'est-à-dire que je reste journaliste cinéma. Donc c'est un équilibre difficile à trouver. Hein. Et j'ai des amis dans ce milieu dont j'ai défoncé les films. C'est un peu difficile à dire, mais c'est vrai. En tout cas, il y a des films que j'aimais pas du tout, quoi. Et tu es arrivé à garder ton intégrité journalistique. Et j'ai réussi à garder et surtout l'amitié, quoi. Mais c'est bien parce que maintenant ils savent que je ne peux pas garder ma langue. Oui, mais en même temps, tout dépend comment c'est critiqué aussi, hein, je veux dire... Oui, bah bien sûr, après c'est toujours argumenté, Exactement. Puis ça reste... Même malgré l'argumentation, ça reste très subjectif ce travail, donc... Mais d'ailleurs, est-ce que tu as participé au gros... Il y a eu un gros numéro de Mad Movies spécial Star Wars qui est sorti en début d'année, que j'avais sur ma table de chevet pendant le confinement, pour te dire que... voilà. Et donc du coup, tu as écrit... en partie, parce que vos noms sont pas faciles à trouver sur chaque article, à chaque fois faut aller chercher quand même. Oui, en fait le hors-série Star Wars avait été fait par Mark Toulek qui a... C'est actualisé. Il avait fait je crois jusqu'à Star Wars 7. Et là t'as repris la main. Voilà, donc j'ai repris la main avec Cédric Delelay. Mais moi j'ai dit, ce que je veux de toute façon, c'est Last Jedi. Parce que ça faisait comme 2 ans que je rongeais mon frein, que je voyais des conneries pas possibles écrites sur Internet, que ce soit sur la trajectoire des personnages. Mais comment ça, il n'y a pas de trajectoire des personnages dans ce film? C'est-à-dire qu'il y a un basculement progressif qui devient radical, et qui est une trajectoire sur la saga dans son ensemble même. Il y a une fracture narrative, je m'emporte, mais il y a une fracture narrative au moment du sacrifice de Holdo, qui est une fracture visuelle où tous les enjeux de la saga sont concentrés, condensés, et il fait ce sublime enchaînement de mise à mort et de conflits impossibles à résoudre. Et il fracture tout ça en disant non, on va annuler tout ça et on va aller ailleurs. Et la saga, telle qu'on la connaît, est finie là, et elle est sur un nouveau départ. Sur un nouvel espoir, en fait. C'est de ça qu'elle a besoin. Hein. Cette séquence est un bijou d'écriture cinématographique et de mise en scène et de montage et d'écriture musicale. C'est démentiel. Et en plus, il arrive à intégrer le conflit méta de la jeune génération, des jeunes générations qui veulent tirer chacun à eux l'héritage de Star Wars, à savoir le sabre. Et chacun le tire tellement fort que le sabre finit par péter. C'est un truc incroyable. C'est-à-dire que même déjà sur le papier, je pense que la séquence devait être ultra limpide. Et faire cette annulation aussi des codes de Star Wars, l'espace est blanc, les vaisseaux sont noirs, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de son, etc. Faire un anti-Star Wars à ce moment-là, c'est dire, maintenant on a fini avec ce Star Wars et on va vers autre chose. Et cette autre chose, c'est un combat au sabre où le héros ne se bat pas. Parce qu'on sauvera, pas en tuant ceux qu'on déteste, mais en sauvant ceux qu'on aime, etc., etc. Et en plus, ça répond aussi à la fameuse réflexion de Yoda, si tu te déplaces, tu mettras tes amis en danger, ta famille en danger, etc. Dans l'Empire contre-attaque. Enfin, il y a tellement de choses dans ce film, et je disais un petit peu plus tôt, j'étais terrifié avant de voir Star Wars 8, parce que je ne peux pas tenir ma langue, et j'étais terrifié à l'idée de ne pas l'aimer. Et je leur ai dit à Ariane, on en a discuté quelques semaines plus tôt. Donc j'étais vraiment rassuré dès l'ouverture. Vraiment la sœur de Rose, c'est un moment de dingue. Ah mais de toute façon on n'arrête jamais d'en parler. Nous en fait on y consacre 12 heures mais on pourrait en consacrer beaucoup plus. Enfin, nos auditeurs comprendront qu'on s'est retrouvés tous les trois finalement autour du dernier Jedi, animés par non seulement l'amour du film où tu peux ne jamais t'arrêter d'en parler, mais en plus c'est vrai qu'il y a aussi ce que tu disais, c'est-à-dire la frustration de voir que ce film n'a pas été compris par certains et l'acharnement qu'il a pu subir et qui incompris. Bah oui, et donc c'est pour ça que j'ai insisté pour avoir ces 10 pages dans le hors-série, parce que j'avais trop à dire dessus, quoi. Et 10 pages c'était pas assez. T'as dû ranger ton frein. Bah oui, 10 pages c'était pas assez, et vraiment, et là pour le coup j'ai essayé de mettre le maximum. Il y a aussi la construction qui est une partie de l'analyse dans ce numéro, la construction sur le fait que l'Empire attend donc Disney attend la panne d'essence totale, parce qu'ils sont en train d'exploiter, de surexploiter une ressource qui va être tarie, quoi. Et ils prendront le maximum d'argent et puis ils passeront suivant. Et c'est la construction du film elle-même, c'est-à-dire que Rian Johnson se place le renouveau hollywoodien, ou l'absence de renouveau hollywoodien, comme un enjeu dramatique central. Et une des solutions du film, c'est d'infiltrer
le vaisseau mère, c'est que des rebelles infiltrent le vaisseau mère. Donc Ryan Johnson infiltre, avec Ram Bergman, son producteur, infiltre Disney, quoi. Ouais, c'était intéressant ton point de vue sur cette article, parce qu'effectivement, tu t'es positionné par rapport à la question de la franchise et de Disney et du rachat Disney. Notamment, j'ai bien aimé, j'avais jamais pensé à ça, et c'est pas quelque chose qui m'avait percuté à ce moment-là, mais par rapport à BB-8, où tu expliques que... Ah oui, on lui met de l'argent parce que c'est un jouet. Renonce à son statut, est en train de refuser son statut de jouet, de machine à sous Disney, puisqu'il se retrouve à expulser tous les sous dont il a été copieusement j'ai trouvé bourré. ça passionnant quand j'ai vu cette scène, et je sais que beaucoup de gens détestent cette séquence. Quantobite, c'est la clé du film. La clé, je sais pas, une des clés, c'est sûr, parce qu'en fait, t'en trouves tellement des portes d'entrée et des clés dans ce film. Après, tout est la question du point de vue, c'est vrai qu'il y a tellement de façons de l'analyser, on n'en sort jamais, c'est vrai que tu peux partir sur la question sexuelle, tu peux partir sur la question de la transmission de génération, tu peux partir sur la question de la question de la franchise, la remise en question de la franchise comme tu l'as fait. C'est vrai que c'est très intéressant ce point de vue-là sur BB-8. Ah mais c'est un film bouillonnant, hein, c'est incroyable. Et d'ailleurs merci parce que j'ai un petit peu honte, mais je n'avais jamais remarqué que Leia, en revenant dans la salle de contrôle, traversait le croiseur de Snoke exactement à cet endroit. Ouais, tu l'avais remis sur ton Facebook, j'ai vu derrière. Mais comment j'ai pas pu voir ça? Mais c'est tellement sublime. Parce qu'on n'arrête jamais en fait de voir des choses. Hein. Nous, on se surprend à chaque fois. Et il y a un moment, tu as parlé de la question de la mise sur papier de la scène. Et alors ça, tu sais que c'est une grosse question. Alors je sais pas si c'est quelque chose dont tu as pu débattre, mais nous, c'est une grosse question qui agite beaucoup Tumblr, Twitter, Facebook, tous les gens qui adorent ce film-là, qui adorent Ryan Johnson. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le scénario, il est sous clé. Tu n'y as pas accès. Ouais. Autant le Réveil de la Force, tu le trouves en ligne, mais on n'a jamais vu le scénario. Il paraît que c'est une catastrophe pour l'avoir. Est-ce que toi tu as pu l'avoir? Est-ce que quelqu'un a accès à ça? Est-ce que tu as pu voir cette scène sur papier? Parce que pourquoi est-ce qu'on n'y a pas accès à ce scénario aussi? Alors je ne l'ai pas eu et effectivement je vais voir si je peux le choper. Franchement j'ai jamais en fait j'avais encore tellement de choses à analyser dans le film que j'avais pas tout de suite forcément... sur le tapis, Alexandre, hein, si tu le chopes ou si à un moment Ryan Johnson a enfin le droit d'aller en France et de revenir à Paris. En tout cas, je vais lui demander pourquoi il n'a pas été publié. Bah voilà, mais en tout cas, on lance l'invitation maintenant. On vous invite à un café gourmand. Ah oui, dès que c'est possible, hein, parce que ça marche. En tout cas, le scénario, c'est clair. Hein, même la cahuète, hein, ce que tu veux, voilà. Ah non, c'est un grand mystère. Je sais que ces scénarios sont très proches de ces films définitifs. Toi qui fais du storyboard en plus juste derrière, généralement c'est comme ça qu'il travaille. Oui, puis il a vraiment bossé sur les storyboards. Ah bah ça se sent. De toute façon, ça se sent tellement que il y a eu c'est du travail de dentelière à chaque fois, Ryan Johnson. Une telle application dans l'écriture, c'est juste du bonheur, quoi. C'est vertigineux. Ce qui est amusant aussi, c'est on se demande toujours, est-ce que nous on surinterprète? Parce que c'est tellement riche, c'est tellement foisonnant ce film. Moi, je me pose jamais la question. Hein. Ah bah moi, je me la pose. Ou est-ce que c'était des intentions voulues ou est-ce que des fois, c'était des choses que l'artiste met dans son œuvre et qui sont complètement inconscientes et qui prennent sens dans le regard d'un autre, en fait. Alors, faut jamais se poser la question si on surinterprète. L'artiste propose, nous on dispose. Bah voilà, c'est ce que vraiment, c'est ici, c'est dedans, c'est que c'est dedans. C'est-à-dire qu'à un moment, moi je lui ai rapporté quelques réflexions que vous aviez eues, notamment sur le côté patriarcal du premier ordre qui explose la porte, et donc symbole très féminin avec cette étendue de sel devenue rouge, et le combat entre le neveu et l'oncle presque freudien. Il a adoré l'interprétation. Il m'a dit, j'avais pas forcément pensé totalement à ça directement, mais quand je lis cette interprétation, c'est lié à tel truc de vécu et tel bagage, quoi. Voilà, attends, on va faire un petit moment de pause, là. Parce que, si tu permets, là, parce que nous, alors, c'est vrai que, du coup, tu dis ça, bon, c'est un petit peu... Alors, je sais bien que moi, t'es blasé, mais nous, si tu veux, récemment, on a dû faire un Q&A sur les 1 an de la chaîne, et bon, c'est vrai qu'on devait parler d'une situation rocambolesque, et donc là, ce que t'es en train de raconter, moi, je l'avais marqué comme la situation rocambolesque qui m'a le plus frappé dernièrement, c'est-à-dire l'échange qu'on a pu avoir cet été quand tu nous as contactés. Ça nous a illuminés et ça a fait bizarre, si tu veux, cet été. Ça nous a... C'était... Bah, je comprends, oui. C'est-à-dire que pour essayer d'expliquer le truc à nos auditeurs et puis te faire aussi l'autre côté, puisque du coup, toi, t'as eu un côté du miroir, on va dire, du truc. C'est-à-dire qu'on était un soir tranquillou en train de faire notre montage, voilà, notre montage bricolo-bricolette qu'on fait tous les jours, hein, donc tranquillou.
tranquillou, et puis à un moment, Aurélie me fait tiens, il y a un commentaire c'était sur le dernier Jedi, ça devait être sur le Duel premier, sur Crate. c'était sur Crate, c'était le premier. Ouais. Elle me dit il y a un commentaire, va voir, c'est du délire. Ok, donc je vais voir, je vois le nom de la chaîne YouTube, je dis bon, ok, on va cliquer, on dit bon, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, bon, puis on savait pas comment trop le prendre. Alors, pour refaire le commentaire, c'était, est-ce que je sais pas si tu te souviens du commentaire que tu nous avais mis? Je ne me souviens pas exactement, mais je crois que j'ai dit. Merdo, on s'en fout. J'ai dit que j'aimais beaucoup l'interprétation déjà. Je peux le retrouver. Hein. Ah non, on le retrouve non, pas. nous, c'est on bon, le connaît. Nous on le connaît, t'inquiète pas. Je me souviens plus On l'a exactement. encadré, hein, donc c'est bon, il trône dans le salon. Mais tout ce que je sais, c'est que je laisse peu de commentaires sur YouTube. Ah bah en plus, Faut le savoir. Je laisse très très peu de commentaires. On va continuer à enfiler les perles comme ça sur notre collier. Tu nous avais mis, je suis un ami personnel de Rian Johnson, je lui ai parlé de ce que vous faites, il aime beaucoup. Bon. Et donc nous, évidemment, on prend ça, si tu veux, on commence à avoir de temps en temps des trolls des bois qui sortent, donc on se dit ok, encore un qui est en train de nous mettre un tacle, et comment on aborde ça? Et alors je lui dis oh bah écoute, on va le mettre quand même avec humour parce qu'on sait jamais, puis il n'y a pas de raison d'être mal poli, donc on dit bah écoute, tu lui transmettras notre amitié, voilà, passons à autre chose. Puis à ce moment-là, donc Aurélie continue pendant que je faisais mon montage de Glace No Kamen, en plus j'étais sur du gros montage drama asiatique, et elle continue à m'envoyer des messages, oui quand même, les trolls, machin, et à ce moment-là tombe ton mail, puisque tu as dû te douter qu'on le prenait pas, oui. Voilà. Donc très gentiment, on t'en remercie encore, hein, parce que voilà, tu nous as envoyé un mail privé, et je vois marqué ton nom. Alors, il était mignon, Alexandre, parce qu'il s'est présenté et tout, et moi je savais très bien qui c'était. Et donc, il explique, je suis réalisateur, etc. Voilà. Et à ce moment-là, moi, je bondis du canapé, et je fais, Aurélie, déconne pas, c'est pas un troll. Et voilà, c'était une situation qui était pour nous complètement abracadabrantesque, parce qu'on s'est retrouvés en ah bon bah Rian Johnson aime beaucoup ce qu'on fait, bon bah écoute très bien. Si tu veux, nous avec nos 300 abonnés. Je lui ai envoyé le lien vers la chaîne, je crois qu'il a écouté un. Oh non. Il apprend le français, donc je ne sais pas ce qu'il a écouté encore, s'il a écouté en entier, s'il arrive à tout comprendre, mais. Bah, ça va être difficile quand même. Ou alors il va développer voilà. un humour à la Jean-Marie Bigard, on s'inquiète un petit peu quoi. Et c'est surtout que Claire t'avait mentionné la veille. On avait fait une séance de travail, elle m'avait dit oh ouais, 2 degrés de séparation et tout, en déconnant, parce qu'on avait vu passer aussi Cinépal, où Ryan t'avait fait l'amitié de faire une petite présentation avec sa coiffure de confinement. Et ses chevaux. Voilà, on avait trouvé ça super drôle. Bon, déjà, il était trop chou à parler français. Non, parce qu'attends, je sais qu'il s'est fait bâcher, mais il y a le nombre de personnes qui adorent Rian Johnson, il faut le savoir quand même. Ah ouais. Il y en a beaucoup, et d'ailleurs il m'a dit que sur les festivals, parce on était ensemble au festival d'Austin, à Fantastic Fest, où nous on présentait des Rêves et des Monstres, et lui il présentait Knives Out, et à couteau tiré, et il m'a dit, en fait tous les gens étaient super gentils avec lui. Et le remercier pour Star Wars 8. Et il m'a dit, mais en fait, quand je vois les gens, je n'ai que de l'amour. Bah oui. Et les gens sont très avenants, respectueux, et voilà. Et s'ils ont des choses à dire, ils débattent très gentiment. C'est les trolls sur Internet, c'est pas la même chose. Hein. Attends, je sais pas comment tu peux être désagréable avec Rian Johnson, il a l'air de projeter quelque chose de tellement gentil. Puis il a pas changé, quoi. Et c'est vraiment impressionnant. Donc, on le voit, enfin, je le voyais régulièrement avant le confinement, avant ce qui nous tombe sur la tronche, quoi. Mais je pense que la dernière fois que je l'ai vu, c'était à la sortie de Knives, quand il était à Paris. Mais on a dîné ensemble avec ma femme, on a passé un super moment. Il est adorable, il est passionnant, il a une culture dingue. Ma femme travaille dans un opéra, il est fou d'opéra, donc forcément ça. Ça explique quand même qu'il y a un côté opératique dans son... Ah, énorme. C'est énorme, ouais. Oui. Ça rappelle des productions d'Aïda par certains côtés. On est un peu chez Faust aussi, on est un peu chez... Ouais. Ah, mais il est complètement fou d'opéra. Il a fait la tétralogie de Wagner en entier, non-stop, plusieurs fois. Et il veut pas l'adapter, non? Ah, ce serait... t'imagines la tétralogie par Rian Johnson, le pied. Non, mais dans une version actualisée, peut-être. Ah oui. Mais c'est... Pas forcément. Ah bah oui, à la brique. Wagnerien, tu vois. Oui, voilà. Pas attendre 15 heures que Siegfried sorte l'épée de l'arbre, s'il vous plaît. Mais il y a beaucoup d'opéra dans son cinéma. Non, mais on sait qu'il n'aura aucun mal à diriger le moment où t'as Siegfried qui est à poil sous le dragon avec sa feuille.
Ah, il n'y aura pas de problème, ouais. Ce sera même beau. Sûrement. Ah bah, Sûrement, on imagine. Quand tu vois le dernier Jedi, c'est une succession de tableaux en fait. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce film, tu sais. Alors, je sais si à chaque fois, on va dire tous les mois, que c'est pas la corvée, hein, mais vraiment c'est le bonheur, c'est-à-dire que chaque mois quand on doit revoir, à chaque fois tu trouves une nouvelle image qui est magnifique. Ouais. Alors, moi, je suis frappé par certains plans, tellement ils sont beaux, bien composés, mais aussi signifiants et courts. C'est très étonnant parce que, alors vous arrêtez pas, je sais que de bâcher Polochon. Mais on l'aime bien, Polochon en plus. Non, mais hein. on l'aime bien, Polochon. Je trouve qu'il a gagné en substance grâce à. Ah, il est devenu un vrai personnage. Ah, mais totalement, oui. Totalement. Et il devient un vrai personnage grâce à un tableau. Il devient un meneur grâce à un tableau. J'en parlais dans mon article d'Emmad. C'est dans la grotte. Ce moment où il y a le faisceau de lumière qui le pointe comme sur un tableau classique. On est limite avec la lumière qui frappe Napoléon, quoi. Il est au milieu du cadre, il ouvre les bras, il y a Finn qui est juste à sa droite, un peu derrière, c'est son lieutenant, et il y a tout le monde autour de lui qui ont les bras un peu vers lui, quoi. Ouais. Et ce plan est un peu en plongée, en 3/4, avec la lumière au fond, et ça dure 3 secondes, même pas. C'est un plan d'une beauté et d'une densité thématique folle, et ça dure 3 secondes. Et le film est rempli de plans comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait de vidéo sur les liens entre Star Wars et l'iconographie chrétienne, mais il y aurait beaucoup. Faut pas s'arrêter à 12, hein. Faut continuer après. Hein. Oui. Mais non, mais de toute façon, on a les thématiques après, on en a plein. D'accord. En plus, déjà, c'est vrai que sur les 12, on avait déjà abordé certains points avant. Par exemple, on va pas remettre le couvert sur justement les Force Bombs parce qu'on a déjà parlé. Rose, on en a parlé également. Mais en fait, tu peux toujours revenir à faire des liens derrière. On n'arrête jamais de parler de Star Wars en général, mais de ce film en particulier. Et est-ce que ça a été compliqué pour toi d'écrire l'article sur l'ascension de Skywalker? Parce que, alors ça a été fait de manière très élégante, mais il y a eu quand même, il y a eu quelques petits, on sent qu'il y a quelques petites phrases. Alors c'est un film, je suis encore en train de, je suis sorti, je l'ai vu avec mes enfants. Je m'attendais à tellement pire, je dois dire, hein, vraiment. C'est un film qui est entre le cul entre deux chaises, plaire à Disney, entre même plusieurs chaises. Hein. Plaire à Disney, aux actionnaires, essayer de plaire aux geeks amateurs de Piu Piu, j'en suis, il n'y a pas de problème. Il y a essayer de récupérer ce que Ryan a amené, donc la connexion Kylo-Rey, essayer de faire le contraire de ce que devait faire le réalisateur de Jurassic World qui a été viré. On l'a vu le script de Trevorrow. Ouais, on va pas pleurer dessus. Hein. Oh non. Bah en fait, les artworks sont magnifiques. Il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, il avait une vision. Mais en fait, quand on voit ce qu'il faisait de Kylo Ren, je veux pas de ce film. Ah bah clairement pas. Ça, hein, Ah bah il massacrait le personnage. Non, c'était pas possible. La seule chose qui est peut-être été à garder, c'était qu'il gardait un arc de Finn. L'arc de Finn avait du sens par rapport à ce qu'on. Au Stormtrooper. Oui, exactement. Parce qu'on pressentait, nous, la révolte des Stormtroopers. Il y a que ça qui était à garder, à mon avis. Hein. En fait, moi, j'ai eu mon film Star Wars fantasmé depuis l'Empire contre-attaque avec les derniers Jedi, ou le dernier Jedi, ou The Last Jedi, hein. on va dire The Last Jedi, parce que de toute façon, pour Ryan, c'est le dernier Jedi. Hein. Ah, ça valide, parce qu'on l'utilise toujours comme ça. On l'avait vu dans une interview, ça, en fait. Ouais, il avait dit que c'était Luke, il avait dit à Anne. À l'époque, il m'avait dit, je sais pas pourquoi ils ont traduit ça comme ça. Ils m'ont pas demandé. Les Espagnols ont fait la même boulette. Ils ne m'ont pas demandé. C'est pas mal hein, de pas demander à l'auteur-réalisateur. Mais bon, bref, ça en dit long sur les corporations. Ah, putain. Et après m'être pris donc le choc nucléaire du dernier Jedi, franchement, je m'en fichais un peu vu que c'était pas Ryan qui le faisait. Donc je suis pas un grand fan au niveau artistique du Retour du Jedi, par exemple. Mais j'aime le film parce que je l'ai vu quand j'étais gamin, parce que c'est fun, parce qu'il y a plein d'images mémorables, etc. Il y a Max Rebo, attends. Ah, il y a Max Rebo. Star Wars 9, il y a eu quand même des choses dans le film qui m'ont reconnecté au Retour du Jedi. Et j'ai vu aussi le film à travers les yeux de mes enfants. Et je dois dire que je peux pas ne pas l'aimer ce film complètement, tu vois. Donc je sais que vous le détestez. Ouais, on a été déçus, quoi, on va dire. Oui, mais après c'est difficile parce que passer après ça, c'est compliqué. C'est compliqué et pour l'artiste et pour le vendeur. Ouais, on leur sait gré de pas avoir essayé d'être à la hauteur de la tâche, quoi, on va dire, parce qu'ils ont même pas essayé. Ouais, si tu veux. À leur décharge, ils ont eu des conditions de prod qui étaient épouvantables. Oui, c'est vrai. Épouvant. Ouais. C'est vrai, mais et ils s'en sortent pas si mal. Ce que j'enlève pas à leur décharge, par contre, c'est leur gestion du marketing du film et de la gestion de l'après-film.
Ouais. Et il y a quand même beaucoup de maladresses qui sont commises et qui continuent, si tu veux, qui se perpétuent encore aujourd'hui. Enfin, tu vois encore passer des choses. Ça fait l'effet, quand tu parlais de Terry Gilliam après. Moi, après l'ascension de la Skywalker, ça me fait vraiment penser à la séquence dans The Meaning of Life où t'as la nana qui continue à passer la serpillière après que le type a explosé, dégobillé partout. Ça se passe comme ça chez DLF en ce moment, c'est-à-dire c'est la dame à la serpillière qui continue à s'en prendre plein et qui continue à nettoyer vaguement, à écoper. Ouais, c'est dur. C'est dur. Ouais, mais bon, il y a une telle campagne d'assassinat collectif de Ryan et des derniers Jedi, en fait, ça c'est monté à la tête du studio. Je pense qu'il y avait trop de cuisiniers dans la cuisine. Et ce qui est triste, c'est que les fans même de Star Wars, ceux qui prétendent fans, par cette réception du dernier Jedi assez irréfléchie, enfin, tu vois le film une seule fois, t'en as pas vu le 10e. Tu peux pas tout comprendre. Oui, alors ça c'est sûr. C'est un film qui mérite tellement de visionnage, qui a tellement de niveau de lecture, etc. Et ils ont pris la mouche tout de suite, et ils ont mal joué parce que du coup, c'est à cause d'eux, entre guillemets, qu'on peut pas aller au-delà de ce que la franchise était avant. Ils redemandent de la nostalgie, et l'inverse de ce dont la franchise a besoin pour grandir, pour avancer, quoi. Il fallait casser les codes, il fallait bousculer ce qu'on croyait Bien savoir. sûr, il fallait poser la question. Qu'est-ce qu'on veut maintenant, en fait? C'est ça, qu'est-ce qu'on attend d'un film comme ça? Est-ce qu'on attend un gros dogfight de 15 minutes? On l'a dès l'ouverture. Ok, maintenant, on fait quoi? C'était la meilleure façon de le faire. Et d'ailleurs, ce dogfight, il le commence de façon héroïque, mais vous l'avez très très bien analysé dans votre émission. Mais ensuite, il inverse un peu les codes, c'est-à-dire que Poe fait n'importe quoi, et on se retrouve proche de ce personnage qui a 2 minutes donc de temps de présence à l'écran, et dont on ne sait rien, mais qui nous captive plus que presque tous les personnages qu'on a vus depuis l'Empire contre-attaque, quoi. Et même le design des vaisseaux est narratif. C'est-à-dire que le design des bombardiers est une résultante du choix narratif qu'elle tombe dans les pommes, et qu'il y a deux pilotes en fait, donc une canonnière et un pilote, qui sont dépendants l'un de l'autre, et si un s'arrête, l'autre est dans une merde noire, et tout le monde est dans une merde noire. Et le fait d'avoir cette ascension nécessaire influe sur le design. Donc c'est pas juste un jouet, c'est un vaisseau qui a un rôle narratif. Et c'est pour ça que le vaisseau, il est imprégné dans ceux qui ont adoré les derniers Jedi. Il raconte un drame. Ça c'est super rare, il n'y a pas ça dans les J.J. Abrams, quoi. C'est le rapport aux objets et aux accessoires qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans le film de Ryan, chaque objet, chaque détail du design peut jouer un rôle dans la narration. Tout est symbolique, oui. Tout est symbolique, tout est chargé, visuellement, on a l'impression que tout a un message à délivrer. Alors qu'il y a une fétichisation des objets avec JJ. Alors, dans l'épisode 7, on a compris, c'était du fanservice entre guillemets. C'est l'équivalent du jeu de Dejarik que tu as mentionné. Il y a tout un tas de choses où il fallait raccrocher les wagons avec l'ancienne génération et capter les jeunes. Mais dans l'épisode 9, quand tu vois finalement le peu d'importance du masque fondu de Dark Vador, alors qu'il a quand même pris la peine de le remettre sur un piédestal, le peu d'importance que finalement revêt le fait qu'on ait rafistolé le casque de Kylo avec cette technique très particulière. C'est un peu expliqué dans la novélisation, mais dans le film, tout le monde s'en fout. Mais c'était une belle idée. Mais c'était une belle idée, mais parce que Kylo est quelqu'un de qui n'efface pas ce qui s'est passé dans le 8, contrairement à ce que beaucoup ont dit. Non, parce que on peut comprendre que Kylo, pour donner le change, il ait besoin de se masquer. Ce mec-là, on lit, en plus Adam Driver, enfin je veux dire, quel casting magique, quoi. On lit sur son visage comme un livre ouvert. Donc le mec, s'il veut rester crédible et motif comme il est, le masque, pendant un certain temps dans l'épisode 9, ça avait du sens. Mais à un moment, t'as des objets qui apparaissent, qui disparaissent, qui devraient être chargés de sens, qui devraient avoir une richesse narrative, voilà, et puis... Oui, je suis d'accord. Le plus beau symbole dans tout ça, c'est le sabre. Ouais. Qui réapparaît de façon magique, très commode dans l'épisode 7, qui devient un nœud dramatique, on en a parlé tout à l'heure, qui fracture la saga et tous les fans dans l'épisode 8, et qui revient réparé dans le 9. On avait une promesse du 7, du fait qu'on apprendrait les origines de la survie de ce sabre après... l'amputation de Luke Skywalker. On n'apprend pas ça dans le 9. Mais c'est d'ailleurs amusant comme J.J. Abrams avait plein de questions. Comme d'habitude, il n'avait pas de réponse dans le 7, parce que c'est un très bon commenceur. Oui. Ah oui, dans le 7, il a fait le taf, il n'y a aucun problème. Il pose plein de questions, il pose tout, et d'ailleurs, il offre beaucoup de gens ont dit que c'était un remake d'épisode 4, mais en fait, c'est un remake d'épisode 4, 5, 6. Hein. Ouais. Il y a les 3, et jusqu'à l'Empereur, etc. Et il s'est dit, je vais passer la main à quelqu'un d'autre qui va répondre à toutes ces questions. Et Ryan, qu'est-ce qu'il fait? Il répond pas au sabre.
Il tue un Snoke, sublime. Moi j'étais, gonflé, j'ai adoré. Hein. C'était vraiment, ça c'est un grand moment de cinéma quand même. Hein. Ah ouais. Tuer Snoke parce que Snoke n'est pas le sujet du film, c'est Kylo Ren. C'est magnifique. Et à propos, ses parents, ces personnes. Ah bah ça c'est génial, c'est exactement ce qu'il fallait pour l'arc de Rey en fait. T'as l'impression que Ryan il a pris ce que JJ avait mis en branle et ensuite il s'est dit bon alors qu'est-ce qui est le plus logique par rapport à telle situation, tel personnage, qu'est-ce qui va être le plus gros challenge pour tel personnage, quel est l'arc le plus satisfaisant compte tenu du passé du personnage, de son conflit, de ses rêves, de son mensonge, etc. Enfin, on a l'impression quand même que l'épisode 8 est plus character driven que plot driven. Oui mais alors c'est justement la différence entre les deux, c'est que Abrams aime les feuilletons et Ryan aime l'opéra. C'est pas le même bagage là, culturel. C'est pas la même façon de filmer, c'est pas la même façon d'envisager un personnage. Il y a quand même des choses que j'aime bien dans le 9. Ouais. Je sais bien, tu as dit que tu l'avais vu à travers les yeux de tes enfants. Moi j'avais mon fils avec moi, c'était son premier Star Wars au cinéma. Le voyant dans ses yeux, je dirais que non, que justement je l'ai encore moins aimé parce que en dehors du fait qu'il était en train de consoler sa maman qui était liquéfiée à côté, il y avait le fait qu'il m'a dit mais en fait c'est affreux Star Wars quoi, tout le monde meurt. Enfin, moi tous les gamins qui étaient autour de moi dans la salle, les 3 fois où je suis allée le regarder, le truc qui revenait systématiquement c'est il est où Ben ? Et Ben, il cherchait Ben Solo parce que finalement Ben Solo c'était leur insert et en plus les mômes adorent Kylo Ren déjà de base, hein. Ils le kiffent quoi. Ah oui, on est d'accord. Mes 2 enfants, adorent. C'est un personnage qui parle. Ouais. Ah ouais. C'est de loin le meilleur personnage de la trilogie. Hein. Ah oui, de très très loin. C'est pas juste dû à l'interprétation d'Adam, grâce à ce qu'en a fait Ryan. Ah oui, il lui a donné une profondeur. Ouais, il y avait une promesse dans épisode 7. Et franchement, il a largement répondu dans le 8, quoi. Mais peut-être parce que justement, ça va s'intégrer avec un de tes documentaires qui est le complexe de Frankenstein, parce que justement, Kylo, il remplit bien certaines interrogations que tu peux avoir autour de ça, c'est-à-dire l'évolution du monstre, parce que c'est vrai que ce qui est passionnant, et vraiment je recommande le documentaire, c'est vraiment un Reader's Digest du cinéma fantastique et de l'évolution de la représentation du monstre, pas seulement dans les effets spéciaux, mais c'est vrai qu'il y a aussi la manière dont les réalisateurs vont interpréter au fur et à mesure les monstres et faire évoluer, notamment grâce à Guillermo del Toro. Donc alors mon coup de cœur, le coup de foudre pour Guillermo del Toro. Hein, depuis la bouche. Guillermo. Et le documentaire, je vais juste préciser, n'est pas fait uniquement pour les geeks. On essaie de parler à tout le monde. Non, pas du tout. C'est vrai qu'il se consomme. Même si on n'aime pas les monstres. Non, même si... Oui, mais en fait, tu sauras que la plupart des gens qui sont avec nous, hein, en tout cas qui sont embarqués avec nous, adorent les monstres. Alors peut-être ils vont les adorer un peu différemment de la manière dont c'est parfois représenté justement. J'ai trouvé ça intéressant que vous appeliez ça le complexe de Frankenstein. Alors je sais que ta diade parlait d'Asimov, mais ce qui est intéressant avec l'idée de Frankenstein, en dehors du fait que tu as l'histoire de la créature qui finit par se retourner contre le créateur, il y a aussi le fait que la créature vole la vedette finalement au créateur, parce que à l'origine Frankenstein n'a pas de nom et c'est le nom du créateur, la créature. Et donc maintenant, quand tu dis Frankenstein, tu penses jamais créateur, tu penses créature. De la même manière que tous ces artistes des effets spéciaux, et c'est très bien montré dans votre documentaire, à un moment ont eu leur heure de gloire dans les années 80, où tout le monde connaissait leur nom, et puis maintenant, c'est plus ça depuis. Maintenant, tout le monde connaît leur créature. Voilà. Maintenant, on les connaît encore grâce aux créatures. Les noms sont passés parce que c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu la CGI qui est arrivée, et c'est vrai que c'est moins... le côté artisan et artiste a dû évoluer, quoi, et passer autrement. Et il y avait un truc qui m'intéressait dans l'idée du complexe de Frankenstein, mais encore une fois, c'est parce qu'on est des filles. C'est quand même à l'origine un roman qui est écrit par une femme qui était enceinte. Absolument. Qui était traumatisée à l'idée d'accoucher parce que sa mère était morte en couche, donc il y a quand même tout un lourd passif derrière, et qui finalement, quand elle a un cauchemar sur l'enfantement, imagine un monstre, un accouchement monstrueux parce qu'il n'y a pas de femme dans le processus. Ce qui est frappant quand on regarde les documentaires, c'est qu'il n'y a pas de femme non plus. Absolument. À part la femme de Phil Tippett, et c'est toujours les femmes derrière les grands hommes qui sont là, qui assurent le truc, où je sais que la femme de Verhoeven a évité que le Robocop finisse à la poubelle, ou ce genre de choses, mais il n'y en a pas. Et comment se fait-il ? Et alors il y avait un truc qui était intéressant, c'était aussi Guillermo del Toro parle de la sensualité du monstre, et c'est vrai qu'il y a toute cette chose que tu retrouves, la fiancée du monstre, qui est un thème qui est très très présent, donc la sensualité et la sexualité du monstre. Alors presque je regrette que tu n'aies pas mis du Barry White, tu vois, sur Robocop, parce que c'est vrai que c'est un point qui est fascinant. C'est une question de droit,
C'est une question à laquelle on a été confronté pendant le documentaire, l'absence de femmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes creature designer ou de femmes maquilleuses. Le plus grand nom d'ailleurs, c'est Vi Neill, Ah oui. qui est celle qui a maquillé le pingouin dans Batman le Défi ou Édouard aux mains d'argent. Mais je précise que Vi Neill, qu'on a rencontré, on a fait des bonus. Je suis pas sûr qu'il soit sur l'édition de Carlotta en France, mais c'est sorti au Japon et en Allemagne. On a fait une interview entre-temps de Vi Neill, qui n'était pas disponible pendant le tournage. Je crois qu'elle avait une émission de télé-réalité oui, elle a une émission avec des maquilleurs. sur le cadre de... Vi Neill, c'est important de la voir, et on a discuté de cette question avec elle. Et en fait, Vi Neill n'est pas une créatrice de monstres, mais Vi Neill est elle a développé le design de Beetlejuice, mais ensuite, elle se sentait plus à l'aise dans le fait de maquiller, d'affiner le travail, etc., que de créer le monstre. Elle s'est même un peu emportée quand... à l'idée qu'on dise que les hommes, en gros, tiraient la couverture à eux, etc. Alors quand on regarde le complexe de Frankenstein et qu'on est une femme, ça doit piquer un peu au vif, peut-être à un moment, parce qu'effectivement, c'est des soixantenaires blancs hommes. Ouais. Je dirais pas que ça pique au vif nécessairement, mais tu vois, c'est une question quand même que tu peux... Mais c'est une vraie question essentielle, et d'ailleurs, on est en train de réfléchir à l'idée de faire soit un reportage, soit un documentaire sur la question. Parce qu'on a rencontré des artistes féminines qui travaillent dans les effets spéciaux, et il y a des talents incroyables. Je suis en contact avec Danielle Virkant, qui travaille avec pas mal de maquilleurs, comme Kevin Yeager. Elle a bossé sur Bill and Ted, le dernier, là notamment, elle a fabriqué le costume de muscle de Keanu Reeves. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une nouvelle génération, mais peut-être que l'industrie, en fait, à un moment, attirait des gens qui étaient intéressés par les monstres, et les gens qui étaient intéressés par les monstres, il y a 40 ans, il y a 50 ans, on va pas se mentir, culturellement, c'était des petits garçons. Et ensuite, quand ces gens ont été installés, peut-être que l'industrie a gardé la masculinité du travail, et peut-être n'a pas laissé les projets les plus intéressants aux femmes. Mais c'est une question qui est pas seulement sur les effets spéciaux, c'est une question qui est sur la réalisation aussi. Pourquoi il faut attendre cette année pour voir Candyman, une suite de Candyman réalisée par une femme? Je me suis rendu compte après que c'était réalisé par une femme. J'ai vu le nouveau film, c'est pas marqué que c'est un film de femme. C'est un bon film d'horreur, bien filmé, bien cousu, quoi. Et tiens, à propos, c'est fait par une femme. Je pense qu'il y a des décideurs dans tous les domaines d'Hollywood ou du cinéma qui doivent laisser de plus en plus leur chance. Après, il faut pas juger sur c'est une femme, c'est un homme, etc. Ah non, parce que tu vois, justement, on en parlait récemment. Tiens, justement, sur le mariage de la princesse Leia, tu vois, la question du regard féminin, c'est pas le monopole des femmes, en fait, parce que justement, les spectatrices se sont toujours retrouvées dans des films d'horreur, et souvent même dans le genre fantastique, dans le genre science-fiction et dans le film d'horreur, tu as un vrai regard féminin qui est posé par de nombreux réalisateurs masculins. Par exemple, tu vois, je pense à Alien, qui est quand même un film hyper féminin. La féminité, c'est essentiel. Tu sois dans le travail de Giger, qui est pourtant pas une femme. Tu as Ridley Scott, qui est pas une femme. Alors certes, il y a Dan O'Bannon, qui n'est pas une femme non plus. Certes, le personnage principal est une femme, mais il y a quand même là, ça se pose. Tu disais les petits garçons aimaient les monstres. Les filles adorent les monstres. Justement, Darkness, qui a été designé par Rob Bottin, mais l'amour avec Aurélie qu'on avait pour Darkness, je dirais, c'était une créature ultra sensuelle, ultra intéressante, qui était plus fascinante que le Tom Cruise des familles à côté, si tu veux. Tu regardes pas. Alors, j'ai pas dit que les petites filles n'aimaient pas les monstres. J'ai dit qu'à un moment culturellement aux États-Unis, puisqu'on parle majoritairement des États-Unis, dans les années 50, ceux qui regardaient les films de monstres, c'était pas les filles spontanément, parce que culturellement, c'était mal vu pour une fille de s'intéresser à ça. Et on leur disait de ne pas s'intéresser à ça. Et de fait, les petits garçons, c'était pas trop grave qu'ils s'intéressent à ça. Ah, c'est peut-être une différence culturelle, parce qu'en France, je crois pas qu'on ait eu ce genre d'interdit, Aurélie. Hein. Ah, je sais pas. Mais nous, on est de la même génération, on est des années 70-80. 70-80, c'est pas la même génération au niveau de l'acceptation de ce genre de choses. Moi je me souviens, on était un groupe de copains dans notre village de 700 habitants, et on avait une copine qui jouait à Street Fighter 2 avec nous, hein. On se faisait des mercredis après-midi à Street Fighter 2, elle gagnait d'ailleurs la plupart du temps. Mais on s'est pas posé la question, on regardait les films d'horreur avec elle, je me souviens qu'on avait regardé Total Recall. J'étais la seule fille au milieu des garçons au club de jeux de rôle et tout. C'était geekette, il y a une chance pour que tu sois la seule fille. Mais... c'est ça. Mais oui, je pense que là on parle vraiment d'un métier qui est né à la fin des années 70, milieu des années 70, on va dire. Et les milieux des années 70, les gens ils sont nés entre 45 et 55. Oui, c'est vrai que si tu et donc cette période-là,
cette période-là, on peut pas poser aujourd'hui un regard contemporain, en tout cas moral et de jugement, sur ça. Et de fait, donc maintenant, les légendes qui ont fait les Gremlins, qui ont fait Terminator, qui ont fait, peu importe, les films de Del Toro, etc., ou qui ont fait Star Wars, bah, c'est des hommes, blancs majoritairement. C'est un vrai problème au niveau... Enfin, c'est un vrai problème, c'est un vrai thème. Quand on fait ce film, on se rend compte à un moment qu'on n'a que des garçons. Il faut être barbu aussi, j'ai remarqué. Ouais, ils aiment bien la barbe. Peut-être la panoplie. Mais par exemple, ou sans lunettes, mais barbu en tout cas, ça c'est sûr. Une des seules, je crois que c'est la seule infographiste de la nouvelle génération qu'on a, on a choisi une femme. Parce que, non seulement pour faire un équilibre, mais pour montrer qu'aujourd'hui, il n'y a plus les mêmes dictates culturels. Bon, après, c'est vrai que tu as une autre façon d'aborder... on verra pas les mêmes choses. Après, un homme peut avoir bien sûr. Bon, c'est pas forcément le regard est pas forcément féminin parce que t'es une femme ou masculin parce que t'es un homme. Encore une fois, c'est assez, ça peut être assez fluide. Mais c'est vrai que les femmes vont pas forcément s'intéresser au même truc. Tu vois, c'est ce que tu retrouves en ce moment sur les réseaux sociaux, par exemple, ce qui s'est passé autour du dernier Jedi. Vraiment, je te dis, moi, c'est vrai que ce film a été un électrochoc pour beaucoup de personnes. Alors, pour certains, ça a été le suicide, en disant c'est la fin de la franchise. Mais pour d'autres, l'influence que ça a pu avoir dans leur vie, c'est très important. Et là, tu pourras le dire à Ryan, puisque tu es l'homme qui murmure à l'oreille de Ryan. Mais de nombre de gens qui se sont mises, des filles, beaucoup de filles, mais il y a des garçons aussi, mais je vais le dire pour les femmes, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de copines dans le truc, qui se sont mises à écrire, à dessiner, ou à créer des choses, ou tu vois, comme nous, à se mettre à faire une chaîne, c'est essentiel, ça a inspiré c'est plein génial. de gens. Chaque œuvre devrait avoir ce résultat, en fait, donner envie de créer quelque chose. La notion de création, elle était dans le complexe de Frankenstein, le fait qu'il y a un moment de Charlie Kyodo qui dit je ne suis pas une femme, je ne peux pas engendrer la vie. Donc quand je dessine, c'est la seule manière que j'ai de donner la vie, de donner naissance à quelque chose. Et donc c'est un thème qu'on voulait aborder. Mais maintenant, il n'y a pas qu'une manière de créer des choses, également pour les femmes. Et je suis trop content en fait que les documentaires, moi j'ai eu plein de retours, Gilles aussi, sur le fait qu'il y a plein de gens, hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes, qui nous ont dit on est sorti de la projection, on avait envie de prendre un carnet ou prendre de l'argile, etc. et de créer quelque chose. Et ça, c'est vraiment, quand on fait nos documentaires ou quand j'écris sur les effets spéciaux ou même quand je participe à ce podcast où là je vais participer à une projection de Jason les Argonautes pour des enfants, l'idée c'est de donner envie en fait que la boule de neige continue à rouler et continue de grandir, quoi. On a tellement de merde en ce moment, à un moment le salut il est peut-être dans la création. Si ça peut donner envie, écoutez votre podcast par exemple, ça peut donner envie à certaines personnes de s'intéresser aussi à la manière dont on construit thématiquement un film, ce qui ne veut pas dire qu'on regarde forcément un film en cherchant les thématiques. Comment dire, quand j'écris un article, j'ai pas le réflexe de dire au lecteur il faut aller voir ça ou il faut pas aller voir ça. C'est ça, de toute façon, c'est la décision de chacun. L'idée, c'est d'ouvrir des portes thématiques qui font que les gens pourront voir quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément prévu au départ, ou qui n'avaient pas forcément détecté, et aussi s'ils ont reçu une émotion ou senti quelque chose, expliquer comment ça a été mis en œuvre par l'auteur. Quel effet de mise en scène ou quel effet d'écho, ou je sais pas, ou de structure a fait qu'on a ressenti ça. Donc ça, c'est ça le but de la critique, c'est ça le but de l'analyse, c'est ça qui fait aimer le cinéma en fait. Parce que y en a plein qui disent en ce moment c'est la mode, oui les critiques, moi je m'en méfie, etc. De toute façon c'est tous des réalisateurs frustrés. Eh ben non, pas tous, il y a aussi des réalisateurs dedans, mais qui peuvent continuer à vouloir faire de critique. Pas seulement ça, c'est aussi normalement, idéalement, un critique ça devrait être déjà quelqu'un qui est cinéphile en fait, qui aime ça et qui a envie de faire partager faire partager sa joie ou son amour des films. C'est quand même la base. Alors moi je me suis pris quelques pics parce que j'ai toujours tendance à vouloir chercher ce qui est bien et en premier. Donc voilà, on m'a traité de bisounours ou je sais pas. Peu importe. Au moins, en fait je pense que c'est plus difficile et plus exigeant et plus gratifiant d'analyser quelque chose qu'on a aimé plutôt que de défoncer quelque chose qu'on déteste. C'est plus difficile, c'est peut-être pour ça aussi, Alexandre. C'est-à-dire que c'est plus difficile d'expliquer pourquoi tu aimes quelque chose que de dézinguer et de tirer sur le fameux sauver ce qu'on aime et détruire ce qu'on déteste. Ça. C'est beaucoup plus facile exactement de tirer ça. à boulet rouge sur quelque chose. Mais résultat, c'est beaucoup plus gratifiant. Moi, ça me donne envie de continuer ce métier. C'est beaucoup plus constructif aussi parce que c'est de la création. Bah c'est ça, c'est-à-dire que quand on dézingue, tu te retrouves avec un gloubi-boulga dégueulasse qui s'appelle l'ascension de Skywalker. Ces mots n'engagent que moi, Alexandre, je te
rassure. Il n'y a pas de souci. Je plus sois, ça n'engage que nous. Voilà. Voilà, tu plus sois, ça n'engage que nous deux. Donc, quand tu crées quelque chose qui est beau, bah, tu pousses des gens vers d'autres formes de création. Et là, pour le coup, ce serait le dernier Jedi. Absolument. J'ai rien à ajouter à ça. Qui continue d'inspirer une foultitude de gens. Moi, c'est le film qui m'a réconcilié avec Star Wars post-épisode 6. Hein. C'est-à-dire que la prélogie, le rachat par Disney, j'étais très méfiante. J'ai vu l'épisode 7, je me suis dit ouais, bon, c'est sympa, etc. J'avais déjà repéré Reylo, bien sûr. Et puis alors l'épisode 8 m'a laissé mais complètement... Rogue One était vachement bien. Enfin, moi j'aime beaucoup Rogue One. Ah, Rogue One est bien, ouais, c'est vrai que c'est le premier que j'ai vu, mais c'est un one shot. C'est pas la même exigence thématique, c'est pas la même exigence de construction, mais il y a un vrai projet de mise en scène. Enfin, Gareth Edwards, c'est vraiment un réalisateur passionnant à mon avis, qui ouais, il aime bien sculpter un peu ses images et jouer avec l'immersion de son spectateur. J'aime beaucoup son Godzilla malgré les personnages. Je trouve c'est un projet de mise en scène incroyable. Donc déjà, et d'ailleurs il a un caméo il a une petite apparition dans le Last Jedi à la fin. C'est lui qui est à côté du gars qui goûte le sel. Ah, oui. Et Ryan a un caméo dans Rogue One, Rogue One. Il est en train de tirer, c'est lui qui appuie sur qui lâche le laser sur la planète. C'est pas amusant ça, Ryan qui se déguise en agent de l'Empire pour ensuite infiltrer le vaisseau mère. C'est très méta, c'est ça qui est fort avec lui, c'est que t'as l'impression que tout pourrait être méta en fait. Et le méta c'est un peu notre cam quoi, donc c'est vrai que on n'aura jamais fait du film. Il y a ce fameux plan où Luke traite la vache extraterrestre. Ah. Et c'est littéralement Disney qui traite la franchise. Ah oui, mais parce que toi, t'es vraiment sur l'accent franchise. Hein. C'est vrai que du coup... Mais c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on a... Les deux se valent, d'ailleurs, c'est pas la question, on n'a jamais fini, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce point de vue. Et sur le... En fait, c'est pas que je suis sur l'aspect franchise, c'est que le film est lisible à tellement de niveaux différents. Et d'ailleurs, il est construit en une succession d'espaces interdépendants. C'est-à-dire que dès l'ouverture, on a le vaisseau mère de la Rébellion qui abrite les vaisseaux le vaisseau de Poe Dameron, etc., qui abrite BB-8, qui lui-même a son espace, il a son drame dans son propre espace. Il y a les bombardiers qui abritent un autre drame. Tout ça est lié, en fait, c'est une sorte de poupée russe gigantesque. Ou alors le trou dans le donut du trou du donut. Absolument, le trou dans le donut. Et en fait, il y a un donut à la place du trou. Mais c'est vraiment construit comme ça. Il y a un plan qui m'a marqué dans Last Jedi. Personne n'y aurait pensé d'ailleurs. C'est juste avant que la flotte rebelle s'en aille et se fasse traquer en vitesse lumière, il fait quand même un plan de Poe Dameron qui rentre au bercail, qui rentre dans le hangar du croiseur de Leia. Et en fait, il y a une inversion du rapport de force. Avant ce plan-là, Poe Dameron est le maître de son vaisseau. Et il a quelqu'un à ses ordres qui est BB-8. Mais quand il rentre dans le plan, Ryan fait une bascule, il devient le second de Leia. Ouais. Il retrouve sa place hiérarchique. Et donc il annonce déjà, Ryan, entre les lignes, qu'il va se prendre une baffe par Leia. Et ce plan, c'est un plan super court. Il freine, il arrive en freinant dans le hangar. Déjà, il y a une sorte de... En plus, une métaphore, c'est-à-dire que il est arrêté dans sa course. Il y en a plein dans Last Jedi, des trucs comme ça. Ouais. C'est une idée parmi d'autres qui montre toute la construction du film. Il va falloir qu'on fasse une deuxième année des très riches heures. On va s'en sortir. Si jamais un jour tu veux nous faire l'amitié de venir parler de la musique, parce que toi tu as plus les compétences peut-être, parce qu'on voulait parler de la musique. Oh là oui, avec plaisir. Alors là, il y a tellement de choses à dire. Alors c'est amusant parce que je vais juste dire ça là pour l'instant, c'est que Last Jedi n'a pas les thèmes les plus novateurs de la saga, mais c'est peut-être la musique la mieux écrite de toute la saga depuis l'Empire contre-attaque. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très inspiré de l'opéra. Mais tu vois, nous on le dirait spontanément, mais je veux dire, on n'aura pas forcément les compétences de musicologue derrière. Non mais il y a des exemples, il y a des exemples très très précis. Il y a des exemples très très précis dans le film. T'acceptes de faire ça, ce sera avec grand bonheur. Donc de toute façon, on pourrait t'écouter parler pendant des heures, donc ça très volontiers. Moi, je vous écoute parler pendant des heures. Oui, écoute, t'es obligé, hein. C'est vrai que malheureusement. Si, alors peut-être pour conclure, d'abord, j'aimerais juste qu'on fasse un petit point sur ton actualité et sur l'actualité de Ryan. Maintenant qu'on est enfin sorti du confinement, j'imagine que tu as repris tes dossiers en cours. Oui. Tu as pu reprendre. Alors j'ai repris les dossiers en cours. Là, je viens de finir juste avant cette émission, tâche d'un nouvel épisode de
de critique vue par Dedo, donc sur Tenet. Ah, donc, à mon avis, d'ici la diffusion de cette interview, ce sera déjà en ligne. On s'est dit qu'on allait se remettre le pied à l'étrier gentiment. Mais surtout, pour des choses un peu plus sérieuses, on a commencé un nouveau documentaire sur les animateurs, sur le monde des animateurs, donc films d'animation, celluloïd, synthèse, stop motion, etc. Donc on fait un pas de côté, on reste un petit peu dans la filiation des documentaires précédents, mais on sort des monstres. Et on a déjà un tournage qui est bien avancé, mais qui a été freiné par le confinement. Donc on est en train de trier nos rushs et de chercher le nœud émotionnel du film, parce que un documentaire, c'est pas un reportage, c'est un film. Il y a plusieurs actes, il y a une dramaturgie, il y a des séquences qui rentrent dedans, il y a des séquences qui ne peuvent pas. C'est une expérience en one-shot, 80, 90 minutes, 100 minutes, il faut que ça raconte une histoire. Et on peut pas raconter une histoire sur 90 minutes si on n'a pas d'émotion ou si on n'a pas une résonance. Donc on est dans ce processus-là. Après, il y a d'autres projets en cours, mais j'y viendrai plus tard. Et en tout cas, là, le documentaire sur Phil Tippett, donc des rêves et des monstres, est disponible en Blu-ray chez Carlotta. Voilà. Et en DVD aussi, mais malheureusement, quand tu as le DVD, tu n'as pas le deuxième CD dont on a parlé tous les deux ces derniers temps, et c'est vrai que du coup, ça te prive. Oui, alors il y avait un deuxième disque qui était réservé à une campagne de crowdfunding qu'on a faite en début d'année, qui a très très bien marché, à ma grande surprise. Carlotta insistait pour qu'on fasse une campagne avec plein de goodies, etc. Parmi lesquels on avait une reproduction de la carte d'identité, en fait, du badge de Phil Tippett sur le tournage du Retour du Jedi. Donc on a sa trogne comme ça, on a une reproduction exacte de sa carte, il m'a autorisé à le faire. On avait un petit flipbook avec des 209 qui se tournent, hein, on reste en famille. Et on avait des affiches, parce qu'on a eu des super affiches pour le film. Ah, magnifique, notamment une inspirée de Vinci. Hein. Qui est faite par Paul Louis, qui est un des animateurs principaux des Simpsons. Et donc, cette campagne, il y avait un deuxième disque rempli de bonus, il y avait 3 heures de bonus, mais bon, sur le Blu-ray qui est disponible dans le commerce, il y a quand même un commentaire audio, un documentaire, un making-of d'1h40, qui est plus long que le film, 20 minutes de scènes coupées, et quelques autres choses, musique isolée. Oui, de toute façon, vos documentaires sont extrêmement généreux, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de bonus qui sont passionnants. Hein. Tu rajoutes les interviews, c'est vrai qu'on pourrait écouter vos intervenants pendant des heures à chaque fois, les artistes qui figurent. C'est vrai que c'est généreux de les remettre, parce que vous êtes forcément obligé de couper pour X raisons. Ouais, on essaie, mais en fait, on nous demande des fois, mais pourquoi ça vous avez pas mis dans le film ? Parce que ça rentrait pas dans la dramaturgie. Ça dépasse aussi. Voilà, c'est... Donc du coup, alors, t'as la trilogie des monstres, elle sera une trilogie, ce sera pas une tétralogie de la tératologie, quoi. Ça va pour l'instant, il y a eu beaucoup de trilogies qui ont fini avec d'autres épisodes, mais... Mais là, pour l'instant, en tout cas, dans l'immédiat, donc pour au moins 2 années à venir, on fait pas du monstre. Mais on reste en famille. Vous restez sur des monstres sacrés quand même. Ouais, des monstres sacrés. Il y a quand même Joe Dante qui apparaîtra dans notre prochain documentaire. On espère sans la tondeuse à gazon cette fois-ci, c'est ça ? Sans la tondeuse à gazon, exactement. Tu vois que j'ai regardé, hein, tu peux me faire le quiz. Ah oui, non, c'est... Bravo. Et oui, Joe, on lui a fait remarquer qu'il était dans tous nos documentaires et il nous a dit je suis votre Dick Miller, sachant que Dick Miller était son acteur fétiche qui apparaissait même pour quelques secondes dans tous ses films. Donc on était très touchés. On a notre Dick Miller. Et c'est Joe Dante, hein, quand même. Et c'est Joe Dante quand même. Tu peux devenir notre Dick Miller si tu veux, y a pas de souci. Dick Miller. Non mais je veux bien finir sur une anecdote. Tout à l'heure on m'a demandé un top 10, je vais rajouter un moment. Je suis fou des films de Joe Dante depuis que je suis gamin, mais vraiment très jeune. C'est les films où je me reconnaissais le plus en tant qu'enfant. Et ces films m'ont vraiment communiqué la passion du cinéma et m'ont fait découvrir plein de choses. Parce qu'il y avait toujours des clins d'œil dans tous les sens et c'était un jeu de piste pour moi. Et quand on a fait le complexe de Frankenstein, on l'a présenté un peu partout aux États-Unis. On a été invité dans plusieurs festivals et un jour on a été invité à Colcoa, festival du cinéma français à Los Angeles, qui est au cinéma de la Guilde des réalisateurs. Et on a présenté le film et ensuite on a été interviewé sur scène par Joe Dante. Et ça, je pense que c'est un des moments les plus surréalistes de ma vie. Là, je me suis vu gamin, c'était fou. En attendant le prochain, j'ai envie de te dire, Alexandre, parce que c'est vrai que si tu avais fait une liste de tes rêves enfants, je pense que tu as coché pas mal de cases. Est-ce que tu as encore des rêves non réalisés ou non encore réalisables ? Il t'en reste encore un paquet ? C'est faire une interview de John Williams. Ah, en espérant qu'il te déçoive pas comme Ennio Morricone. Non, c'est impossible parce que là je sais de source sûre que le personnage n'est pas décevant du tout. C'est rassurant. Et on va également te demander des nouvelles de Ryan Johnson.
Pour conclure, Alors, ce serait dommage. Il va très bien, je l'ai vu il y a quelques jours, il va très bien. Le confinement, à mon avis, lui pèse quand même, hein, moralement, parce qu'il y a plein de projets... Qui sont suspendus. Enfin, disons que ces projets restent au stade de l'écriture et de la production et du développement, mais pas du tournage. Hein. Mais... alors, c'est pas un secret qu'il développe la suite de À couteau tiré. On n'arrête pas avec ma femme de lui suggérer des noms pour les acteurs qu'on aimerait bien voir. Il y a eu des rumeurs sur Elijah Wood. Il y a beaucoup de gens qui militent pour avoir Elijah Wood, apparemment. Il m'a pas répondu du tout sur qui il y aura. Tu parles d'un copain, on lui a juste soufflé des noms. Après, il a plusieurs projets en cours, mais évidemment, je ne peux pas en parler. Sans en parler, parce qu'évidemment, on se doute, mais c'est toujours pas enterré, la trilogie, parce qu'on nous demande régulièrement, la trilogie Star Wars qu'il est susceptible de réaliser. Aux dernières nouvelles, c'est ni enterré, ni entériné. Ça reste confirmé. Voilà. Et on a vu passer, alors mardi, ça c'est de l'actualité brûlante par rapport à Rian Johnson, on a vu passer mardi, il y avait un projet d'adaptation d'un roman de science-fiction chinois qui s'appelle Le problème des trois corps, je crois. Avec les auteurs de Game of Voilà, Thrones. avec des deux pieds nickelés de Game of Thrones, exactement. Avec Rian Johnson en production. Alors, on s'inquiète, hein, parce qu'il y a les deux pieds nickelés. Et deux, alors nous, on est ravis de voir que nos deux passions dans l'existence, que sont Rian Johnson et les Chinois, se retrouvent mélangés. Et donc, si jamais ça reste du chinois et non pas... Alors, on ne voit pas comment ce roman peut être adapté, occidentalisé, mais on ne sait jamais ce que Benioff et Weiss peuvent nous faire. Si jamais Rian Johnson avait besoin de noms, puisque tu proposes des noms avec ta femme, si tu as besoin de noms pour des acteurs chinois, on en a plein nos manches. Donc, donc on est tout à fait... voilà, on a bon goût. On peut lui donner un équivalent de Adam Driver torse-poil sans aucun problème. Donc tu lui fileras notre adresse et puis on lui donnera avec bonheur. Ça marche. Et on va croiser les doigts pour que ce soit bien, mais à mon avis, c'est quand même... Disons que malheureusement dans un groupe il y en a toujours un qui bosse et bon, nous on préfère que ce soit Ryan, mais il y a peut-être d'autres choses à faire quand même. Ouais, parce que plique et plot. Il a beaucoup de choses. C'est ça. Il a beaucoup de choses à faire, donc je pense qu'il peut pas tout faire lui-même, malheureusement. Bon, et puis on va surtout te remercier d'avoir passé ce temps avec nous, de nous avoir accordé ce temps dans ton emploi du temps de rentrée qui est très chargé. Et on a réussi à caser ça de façon fluide, donc tout va bien, et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Merci, c'est un gros cadeau de rentrée, là, ça nous a bien fait nos vacances, et puis ça nous fait un cadeau de Noël jusqu'à Noël aussi. Très bien. Je suis pressé d'entendre la suite des analyses. Écoute, ça vient. Parce que je découvre des choses encore. Ça vient. Puis si tu nous pousses à en faire plus, alors je sais pas, peut-être qu'on arrivera à faire des one-shots. Peut-être qu'on t'invitera justement. Tiens, tu auras un truc qu'on n'a pas traité, puisqu'il y a plein de choses qu'on n'a pas traitées. Je pense que ce serait opportun que tu viennes sur un one-shot Last Jedi l'année prochaine. Ça marche. Ça marche. Date est prise. Merci beaucoup Alexandre, et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.